Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Dash TV. Effectivement, le programme que vous suivez à l'instant, c'est Grand Forum. Grand Forum, ce soir, une thématique centrale nous intéresse, vous intéresse vous aussi. Afrique, éducation, les programmes scolaires sont-ils adaptés à nos réalités? En tout cas, c'est la deuxième phase de ce que nous avons débuté il y a 3 semaines maintenant. Parlant des programmes scolaires, nous avons commencé par du manuel scolaire. Maintenant, nous sommes dans ces programmes scolaires. Nous allons essayer de mener la réflexion autour de cette thématique avec nos invités sur ce plateau. Mais alors, avant de vous présenter le panel, je vous suggère de suivre, comme toujours, l'économie de l'actualité de la semaine. C'est Laurent Dop et nous revenons juste derrière. Bienvenue à l'économie de l'actualité de la semaine. Cameroun-Namibie, les stades des billets à disqualifier. Nous apprend le messager paru en début de semaine. Selon le quotidien de Feu Pius Yahweh, Olembe et Japoma, construits à des centaines de milliards de francs CFA, ne sont pas homologués par la Confédération africaine de football pour abriter la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La rencontre prévue le 7 septembre prochain se cherche un stade, tandis que la Fédération camerounaise de football désigne le stade Rundiaja de Garoua. Le ministère des Sports, Éducation physique et son staff portent leur choix sur le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Un désaccord de plus qui matérialise dans les faits le désamour entre l'organe technique du football et sa tutelle. Jusqu'où ira donc ce bras de fer, s'interroge le journal. Malgré ces climats inconfortables qui prévaut dans le milieu sportif camerounais, intégration de Thierry Ndongona trouve à dire et nous renseigne sur le comment le Cameroun est devenu indépendant le 27 août 1940. Une date historique peu connue des Camerounais et qui marque un point d'honneur à l'histoire du Cameroun. L'hebdomadaire Intégration publie le test qui proclame l'indépendance du Cameroun. Ce fut donc un matin du 27 août 1940 par un certain Philippe de Haute-Cloque qui s'était autoproclamé colonel avant de devenir le célèbre général et maréchal Leclerc. Une indépendance qui serait remise en cause par De Gaulle. Il faudra donc attendre le 1er janvier 1960 pour obtenir des vives voix et sans la moindre résistance l'indépendance du Cameroun. Au Sénégal, le quotidien Rumi s'intéresse en fin de semaine à la série de meurtres et agressions subies par les Sénégalais. À ce sujet, nos confrères de Rumi nous apprennent que 401 individus ont déjà fait l'objet d'une interpellation par la police. Du coup, un sentiment de peur s'installe. Les inquiétudes des parents et l'insécurité persistante dans le pays suscitent des appels pressants à l'action des autorités. Selon nos confrères de Rumi, le cas de Pikine, survenu il y a quelques jours seulement, demeure gravé dans les mémoires des Sénégalais. Puis en Côte d'Ivoire, la fureur de la corruption dans le secteur de la santé est la principale préoccupation de nos confrères de Le Débat ivoirien. Le journal décrit le trafic d'influence, des détournements et soustractions des derniers publics. C'est la frayeur, précise l'hebdomadaire, pour illustrer le climat de terreur dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Un pot de vin contre des soins, un fléau quotidien en Côte d'Ivoire, malgré les multiples efforts entrepris par les pouvoirs en place. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de la semaine. Bon dimanche et à dimanche. Bon dimanche donc et à dimanche prochain, certainement pour une autre revue de ce type. Merci donc de nous rejoindre sur ce plateau. Le panel presque constitué déjà, nous allons présenter ceux qui sont déjà dans ce studio 101 de la maison de production de Dash TV. Nous émettons depuis Douala au Cameroun, effectivement. Si vous nous regardez en ce moment, nous sommes visibles sur le bouquet Canalsat à sa chaîne 325. Vous pouvez également nous rejoindre sur StarTime au 792. Bien d'autres satellites portent également notre signal à partir de Amos et Telsat. Vous nous trouverez partout dans le monde entier, sans compter nos différentes plateformes qui sont également là pour vous servir. Merci de faire confiance à Dash TV. Le programme, effectivement, c'est Grand Forum. Grand Forum, la thématique, je rappelle, Afrique, éducation, les programmes scolaires sont-ils adaptés à nos réalités? Nous essayerons de mener la réflexion ce soir. Nous avons l'honneur d'accueillir une nouvelle fois M. Nyom Ernest Yida, mon extrême droite. Nyom Ernest Yida, il est enseignant,
président national du syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun. Il est également le président des philosophes, des enseignants philosophes. Il nous rejoint sur ce plateau ce soir. Monsieur Lyon, bonsoir. Bonsoir aussi aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir aux parents et surtout aussi aux élèves qui bientôt vont prendre le chemin de l'école. Merci de nous faire confiance une nouvelle fois d'être là aujourd'hui pour échanger un peu avec ce panel et bien sûr nos téléspectateurs qui auront le droit de réagir d'ici 1h30 d'émission. À mon extrême gauche, nous allons accueillir effectivement, ils sont également connus d'ailleurs des téléspectateurs de Grand Forum. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à mon extrême gauche effectivement Grégoire Essamatolo. Grégoire Essamatolo, il est enseignant. Il est davantage enseignant de comptabilité finance. Monsieur Grégoire, je voudrais dire Monsieur Sama, bonsoir. Bonsoir Monsieur Raoul. Merci une fois de plus de m'associer à ce dialogue dominical. Vous savez Monsieur Raoul, nous avons besoin d'une jeunesse forte. Vous voulez dire Monsieur Mbena? Monsieur Mbena. D'accord. C'est ce que je veux dire, puisque ce sont nos noms, on devrait nous connaître par nos noms. Et je voudrais donc dire ceci, nous avons besoin d'une jeunesse forte, qui est dynamique et surtout consciente. C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous allez solliciter notre apport autour de ces échanges, nous allons nous atteler à répondre présent à votre invitation. Donc par la même occasion, je vais donc profiter pour passer un agréable et bonsoir à mes copanélistes, sans oublier nos millions de fidèles téléspectateurs. En tout cas, ils sont au milliard. Ils sont déjà au milliard. Ils sont au milliard. Quand vous dites millions, vous nous ramenez à quoi? Une petite radio? Je m'excuse, monsieur Raoul. Je m'excuse sincèrement. D'après les chiffres que nous recevons à travers nos plateformes, un peu plus d'1,2 milliard de téléspectateurs déjà sont connectés sur Dash TV. Ça veut dire que j'étais au recul de l'audimat. Nous sommes visibles à travers tout le monde entier. Je précise bien, tout le monde entier. Donc s'il y a quelqu'un en ce moment qui dit qu'il ne voit pas Dash TV aux États-Unis, dites-lui qu'il est un menteur. Non, j'en ai pas à tout que ce soit. Merci beaucoup, Grégoire Tolo et Samatolo, enseignants, de nous rejoindre également ce soir. Et puis, nous avons également l'honneur d'accueillir une nouvelle fois le révérend pasteur Biaya Patrice Amos, personne morale, homme de Dieu, ce soir en tant que parent d'élèves. Mon révérend, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir, communicateur charismatique, comme j'aime bien vous appeler. Bonsoir au PDG de cette structure Dash Media. Bonsoir à tous les chrétiens du monde entier, en particulier ceux de l'Église baptiste nationale du Cameroun, EBNC, la paroisse Sanctuaire Le Ruisseau. Bonsoir à tous les Camerounais et à nos milliards de téléspectateurs. Bonsoir à notre chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui, malgré les circonstances, se bat pour que la paix règne au Cameroun. Il dit qu'il est mendiant et nous l'assistons spirituellement dans cette mendicité de la paix. Voilà pourquoi je réponds présent, malgré la fatigue, voilà, de ce jour qui est le nôtre, le sabbat de dimanche. Vous savez, je quitte de l'hôtel en hôtel, donc je quitte l'hôtel de cette communauté et maintenant je suis encore à Dash TV. Mais Dieu me donne la force, je le dis merci. Très bien. En tout cas, il faut que le chef d'État résolve d'ailleurs ces conflits qui dérangent la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports depuis un bon bout de temps, qui a même déjà les rallonges, je voudrais dire les ramifications à la présidence de la République, là où il dort tous les jours. Donc vous avez donc un conflit qui embête, qui dérange les Camerounais. Il faudra qu'ils mettent un terme à cela avant de prétendre maintenant poursuivre à mettre un terme à d'autres problèmes plus intéressants d'ailleurs que ceux-ci. Je crois que le chef d'État est rentré de son voyage. Il est au courant de tout ce qui se passe. Il faudra maintenant qu'il frappe la main sur la table. Où joueront donc les Lions indomptables du Cameroun? En tout cas, je ne sais pas exactement. C'est Garoua, c'est Yaoundé, le tiraillement, on verra bien. Nos matchs, c'est pour le 7 septembre. Nous ne sommes que le 1er, il y a encore 6 jours pour que ces gens-là ouvrent bien les yeux. Très bien. Avant d'accueillir le 4e invité qui va certainement nous rejoindre sur ce plateau, on va faire plaisir aujourd'hui à nos amis du Gabon. À nos amis du Gabon on va danser maintenant au rythme du Gabon, effectivement, par le biais d'une chanson que j'ai particulièrement aimée à son temps et qui continue d'ailleurs à jalonner beaucoup la scène africaine et même au-delà du continent africain. Un cadreur, je dis bien un cadreur d'une chaîne de télévision, la 2e chaîne de télévision gabonaise, fut-il d'ailleurs de son temps. Oliver Ngoma, dit d'ailleurs Noli,
avec ce morceau des Bani, sorti d'abord en 1990. Je vous suggère de suivre ce clip, juste pour vous faire un peu de détention, et nous venons aux choses sérieuses.
Eh bien, nous avons fait danser nos amis du Gabon, effectivement, qui nous regardent d'ailleurs chaque dimanche, espace 18h, 20h, dans le cadre du Grand Forum. Ces mêmes antennes ont également supplié à bien d'autres. Merci de nous rejoindre ce soir. Effectivement, Oliver Ngoma, je vous le disais, de son petit nom, Noli, né d'ailleurs le 23 mars 1959 à Mayumba, c'est au Gabon, effectivement. Il décède le 7 juin 2010 à Libreville, malheureusement, déçu d'une insuffisance rénale. Malheureusement, le caméraman, il faut le dire, un cadreur à la deuxième chaîne de télévision gabonaise, était d'ailleurs titulaire de quatre bonnes sorties, 4 bons disques, dont le premier d'ailleurs Bané, sorti en 1990, avec l'aide bien sûr d'un certain Manu, effectivement, d'un certain Manu Dima, je me souviens bien, vivant d'ailleurs à Paris. Il a fait de beaux jours avec cet album, avant d'en sortir 3 autres qui ont connu également un succès éblouissant. Oliver Ngoma, paix à son âme. Nous nous en souvenons comme si c'était hier. Nous allons tout simplement dire que la terre de nos ancêtres soit légère à notre cher ami Oliver Ngoma, engagé comme cadreur à RTG Sion, il faut le dire, le chanteur, guitariste gabonais d'Afrozouk, chante d'abord en langue, effectivement, langue Lumbu, pour ceux qui connaissent le Gabon. Voilà tout ce qu'on peut donner comme information sur cet artiste que nous avons sélectionné ce soir pour détendre l'atmosphère dans ce studio. Et d'ailleurs, le pasteur, très sérieux, il n'aime pas danser, mais aujourd'hui, il a quand même secoué la tête pour dire que ce morceau était intéressant. Bon, révérend, merci de m'avoir rejoint dans cette danse ce soir. Même s'il y en a qui veulent jouer trop sérieux, quand on leur demande de danser, ils vont savoir ne pas connaître. Mais quand ils vont sortir d'ici tout à l'heure, ils vont se retrouver dans les boîtes de nuit. Là-bas, ça sera sans contrôle. Là où tout va dans tous les sens. Ils préfèrent ce genre d'endroit. En tout cas, nous aimons comme ça. Nous aimons comme ça. Merci de nous rejoindre dans ce soir. En tout cas, ça me permet d'accueillir notre quatrième invité sur ce plateau, qui n'a pas eu le temps de danser parce qu'il est arrivé très en retard. Tout de même, il est là. Nous disons merci de nous avoir rejoints. C'est M. Doumbé Saka Ronald, enseignant inspecteur pédagogique régional. Monsieur Saka, bonsoir. Vous parlez comme si vous étiez très fatigué, mon enseignant. Vous avez mon inspecteur. Vous avez fait 50 km, 100 km avant d'atteindre la maison d'Archivi. Et même si c'était le cas, le sujet était suffisamment intéressant pour que je fasse plus. Donc je suis là, je prends l'atmosphère et puis je suis content d'être là. Merci. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel, monsieur l'inspecteur. Alors, on peut comprendre d'ailleurs, on va ouvrir un peu ces choses-là. Commençons par le syndicaliste. Alors, comment on fait pour procéder au choix d'un programme scolaire? Vous commencez par le syndicaliste, mais c'est mauvais. Parce que le syndicaliste devait écouter les avis des autres et apporter un regard critique. Bon, qu'à cela ne tienne, on peut toujours renverser l'entonnoir et parler. Un programme scolaire, d'abord, c'est un ensemble d'enseignements qui permettent d'appeler la vision d'un pays. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme contenu d'enseignement pour avoir un citoyen lambda dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça dépend des objectifs que l'État se donne. À ce moment-là, on va donc élaborer ce programme en disant, si on a un enfant aujourd'hui, ou bien on a un adolescent aujourd'hui de 15 ans, s'il est en classe de 4e ou de 6e, ou bien il est au cours élémentaire 1, dans 10 ans, ou bien dans 20 ans, quand il aura terminé son cycle, voilà le type d'homme que la nation aura ou bien l'État aura. Voilà comment on détermine un programme d'après les objectifs à long terme, à moyen terme, à court terme, à long terme pour un pays. Voilà le programme. Et dans ce programme, on va mettre les enseignements, des curricula qu'on doit mettre en pratique. Maintenant, le syndicaliste va se poser la question de savoir est-ce que dans cette définition, le Cameroun respecte cela? Je dirais d'abord oui. On va y arriver, n'allez pas très vite là-bas. Okay. Nous sommes encore en train de comprendre comment on fait pour arriver à un programme scolaire. Nous avons un spécialiste d'ailleurs sur ce plateau, monsieur l'inspecteur pédagogique. D'ailleurs, ils sont au centre. Ils sont au centre des programmes de l'éducation au Cameroun. Il va peut-être nous dire comment on fait, monsieur l'inspecteur, pour arriver à arrêter un programme et le coller à une salle de classe, par exemple, à un niveau d'études. C'est-à-dire la CIL, cours préparatoire, 6e, 5e, je ne sais pas quoi. Quelles sont les étapes qu'on traverse? On observe quoi? On visite qui? Et on arrive comment à arrêter un programme? Bien, j'apporterai davantage de l'eau à du moulin
au moulin de mon prédécesseur, simplement pour dire que au-delà de la... Il faut déjà dire que c'est l'État qui définit la politique éducative. Et en ce qui concerne les programmes en vigueur depuis un certain nombre d'années, ces programmes partent de l'initiative des États généraux de l'éducation en 1996, qui ont défini, comme il a dit tout à l'heure, le type de citoyens à former. Parti donc de cet élément de citoyens à former, il est constitué donc des commissions d'experts, constituées généralement des acteurs de la pédagogie. Nous voulons parler des inspecteurs pédagogiques, aussi bien régionaux que nationaux, des personnes ressources, des professeurs d'université et autres professeurs d'université, enseignants des enseignements secondaires et des éducations de base également, en ce qui concerne les programmes de chaque secteur, pour réfléchir sur le contenu qu'il est possible de donner. On part d'un prérequis, il faudrait qu'on ait un citoyen enraciné dans sa culture et ouvert au monde. Donc l'ouverture au monde, de par la science, de par la connaissance, les éléments qui sont indispensables pour que nos apprenants, nos élèves puissent s'épanouir dans le grand forum de la connaissance scientifique mondiale, ils sont déjà mis à côté, à contribution. Et également, quels sont les éléments qui permettront que nos apprenants, nos enfants, nos élèves puissent s'épanouir également sur le territoire national, tout en s'enracinant dans les éléments qui peuvent permettre notre développement. Voilà les prérequis qui nous permettent. Et en ça, des commissions d'experts sont constituées pour élaborer progressivement des contenus, des leçons. Et en ce qui concerne les enseignements secondaires, les enseignants sont mis à contribution généralement pour élaborer les progressions. Ça veut dire que la composition des leçons par jour et par semaine, parce que c'est suivi. Et ces programmes-là sont validés par une commission d'experts également et sont mis à la disposition des enseignants. Voilà comment, grosso modo, se passe l'adoption des programmes scolaires. Alors, est-ce qu'il y a une phase de test après avoir adopté ça? Est-ce qu'on jette d'ailleurs le produit pratiquement adopté en pavu comme ça? On dit, OK, on va essayer de voir en 2, 3, 4 mois ce que ça donne pour voir si effectivement on est dans la direction qu'on recherche. Il y a toujours ça? La spécificité en ce qui concerne les enseignements, c'est que on introduit, on fait un effort. Je parle particulièrement en ce qui concerne les enseignements secondaires. On fait un effort d'introduire des notions progressivement. Et ces notions qu'on introduit progressivement ne viennent pas complètement bousculer ce qui était fait avant. C'est-à-dire que les programmes sont introduits progressivement de façon à ce qu'on puisse non seulement mesurer les différents taux d'évaluation de la progression de ces programmes, mais également voir l'impact que ça peut avoir. Donc, il y a un processus d'observation, généralement, et le processus d'introduction de nouveaux programmes ou des nouvelles leçons se fait progressivement, d'étape en étape, pour qu'on n'arrive pas à des situations de blocage, en réalité. Alors, qu'est-ce qui nécessite d'être de façon absolue dans la prise en compte des programmes, dans le choix des programmes scolaires? Qu'est-ce qui est mis en priorité? Nous vous l'avons dit tout à l'heure, c'est... Je parle de la priorité. Vous avez parlé de façon générale. J'entre maintenant dans la priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire? Bon, si votre question nous amène à élargir un tout petit peu et à entrer dans des concepts quelque peu techniques. La priorité, je prendrai un cas simple, un cas évident. La priorité dans une classe au sous-cycle d'observation, que nous appelons les sous-cycles d'observation de la 6e, par exemple, en 3e, ne sera pas la même priorité de la seconde en terminale. Parce qu'en réalité, il est question qu'à chaque étape, un enfant puisse acquérir un certain nombre de connaissances. Et on met la priorité sur ces ensembles de connaissances qu'il est susceptible d'apprendre. Et c'est pour ça que dès le départ, nous définissons au-delà des objectifs pédagogiques que nous avons les approches pédagogiques.
Et ça nous permet peut-être d'introduire, peut-être que je m'avance un peu, mais d'introduire le fait que on est passé de différentes approches pédagogiques à celles que nous avons aujourd'hui. Nous avons l'APC, par exemple. Donc, il est question que à chaque étape, on définisse des aptitudes, des capacités pour un élève à acquérir. Et lorsqu'on les définit, il y a plusieurs étapes pour pouvoir atteindre ces capacités chez un élève qui sont très bien connues par les enseignants, qui sont très bien connues par les pédagogues et qui sont généralement l'objet des séminaires faits par les inspecteurs de pédagogie et tout ce qui concerne la pédagogie, cette proximité de formation continue. Donc, il est question à chaque étape que les élèves aient des connaissances et ces connaissances-là sont prioritaires dans la tranche qui est la leur. Voilà, tout à fait. Pour qu'à la fin, on définisse un objectif terminal qui sera l'objectif que nous avons cité tout à l'heure, former ce citoyen. Alors, M. Grégoire, avec M. Saba, alors, vous êtes enseignant. Alors, vous avez suivi tout à l'heure, c'est aussi clair que ça. Vous savez, au Cameroun, on a l'art de bien parler, de bien dire. Mais maintenant, sur la pratique maintenant, est-ce que vous, enseignants, vous trouvez qu'il y a parallélisme entre ce qui est établi dans les papiers, tel que M. l'inspecteur venait de nous dire, et ce qui est concret maintenant dans les salles de classe? C'est bien de revenir sur cela. C'est justement pour cela que vous avez parlé de priorité à un moment donné. Et lorsqu'on parle de priorité dans l'éducation, on souhaiterait que l'enfant, dès sa base, puisse acquérir certaines valeurs. Lorsqu'on parle du développement, le développement regorge les valeurs déjà morales ainsi que les transformations structurelles. C'est pour cela que lorsque nous revenons sur l'éducation, et particulièrement sur le programme qu'on doit inculquer aux élèves, on doit s'appesantir sur la loi d'orientation de l'éducation, qui est la loi numéro 98/004 du 14 avril 1998. Et cette loi voudrait qu'on puisse s'appesantir sur la culture, premièrement. On voudrait un citoyen qui connaît déjà ses droits en fonction de la culture du pays. On voudrait quelqu'un qui est honnête. On voudrait quelqu'un qui aime le travail. Avant maintenant d'ancrer dans le cadre structurel qui est le changement par la professionnalisation. Donc, on peut ancrer progressivement, mais en se basant déjà d'abord sur la loi d'orientation. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Et c'est pour cela qu'il a parlé d'APC à un moment donné. L'APC, je crois que c'est ce qui est nouvellement adopté depuis quelques années maintenant. L'approche par compétence, c'est-à-dire qu'on apprend à l'enfant lui-même de pouvoir décapturer ce qui est en lui. Mais en tout cas, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. N'allez pas très vite en besogne. Alors, mon révérend, vous êtes parent d'élèves. Vous êtes un membre d'ailleurs très intéressant dans le système éducatif camerounais. Alors, lorsque vous regardez vos enfants à la maison, ils arrivent en fonction de ce qui leur est donné comme programme et les connaissances qui s'ensuivent. Avez-vous l'impression qu'il y a un certain équilibre? Il y a plutôt des équilibres. Parce que, à l'école, on ne va parler que français ou anglais ou espagnol ou allemand. Mais vous allez vous rendre compte que nos enfants ne connaissent pas parler nos langues, nos patois. Si je suis Bamléké, on va se rendre compte que mon enfant ne sait pas parler Balengu ou bien ou Baneng, c'est pas quoi. Ainsi de suite, ou Tchang ou Bafang. Mais il roule bien français et le gros papa avec les gros joues va applaudir. Ça, c'est de l'imbécilité. Aujourd'hui, j'ai essayé de noter adoption des programmes scolaires, parallélisme, ce qui est dans les papiers et ce qui est en classe. La loi de l'orientation. Ces enfants, cette école-ci, les désoriente plutôt. On a pourtant parlé de l'école ordinaire. Oui, j'arrive. À une certaine époque. Oui, j'arrive. Parce que quand nous regardons, l'Afrique n'avance pas parce que c'est cette école qui mine. L'Afrique tourne juste comme une sauce d'un cuit ou bien une sauce de souramba. Le maïs dans la sauce de pulpe de noix. Alors, aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'enfant qui a le bac,
il va au village, il ne peut pas causer avec ses grands-parents qui n'ont pas le bac. Mais écoutez, où est-ce qu'on va? Quand je vois le thème, les programmes scolaires sont-ils adaptés à nos réalités? Rien du tout. Ce n'est pas adapté. Plutôt, ça déconnecte, ça tue, ça détruit. Pour vous, on aurait dû commencer peut-être par enseigner des langues maternelles. Bien sûr. On ajoute ça parce que, regardez, à l'époque, il fallait être diplômé, avoir le bac A, connaître bien parler français, bien écrit. On a oublié la terre. Mais aujourd'hui, tout le monde tourne pour cultiver la terre. Mais on n'enseigne même pas l'agriculture à l'école, à l'époque trépidante. Comme aujourd'hui, tout le monde court. Le ndinja, pour bien le consommer en bon jus naturel, c'est la terre au village. Vous voyez que le noir africain que nous sommes, on nous tire seulement à droite, on nous tire à gauche. Nous aussi, on part comme un mouton mal dressé. Oui, et on accepte ça. On parle le gros français. On accepte ça. Il n'y a pas d'équilibre, il y a des équilibres. Je vous remercie. Alors, monsieur Nyom, peut-être vous souhaitez rebondir avant que j'avance dans ma question. Allez-y. Allez-y, non. Alors, la question. Est-ce que c'est la même question? Y a-t-il un équilibre entre les programmes qui sont donnés et ces enfants qui rentrent à la maison avec certaines notions? Je partirai sur un élément fondamental, un fait. Un enfant qui a le baccalauréat au Cameroun ou la licence, rentrer au quartier, est-il utile? Peut-il faire quelque chose? Est-il à même de vivre de son école? Si vous dites oui, ça veut dire que le programme, il y a adéquation. Je peux faire partie des faits. Je deviens empiriste. Et si cet enfant est incapable, parce que dans une famille, on voit les enfants qui rentrent, après avoir eu le diplôme, sont des chômeurs, ça veut dire quelque part que notre système a des problèmes. Je partirai donc sur un exemple palpable. Le Cameroun, on le dit, est à 80% agricole. Même en plein Bounanjo, en plein Etoudi, en pleine cité verte, dans les maisons qu'on appelle villas, même si on laisse l'étymologie, on va la construction aujourd'hui. Vous allez trouver toujours qu'il y a un région de bananier qui pousse dans une maison, ou un manguier. Ça veut dire quoi? Il y a les réflexes agricoles dans nos gènes. Et pourtant, c'est depuis environ 3 ans ou 5 ans qu'il y a même des écoles qui naissent, qu'on appelle l'école d'agronomie. Avant, ça n'existait pas. Du coup, on se rend compte que les programmes scolaires ne tiennent pas compte de nos réalités. L'enfant fait l'école après plusieurs années. Il reste dépendant de l'occidentalité. Je m'explique encore mieux. Les programmes scolaires sont conçus sous la houlette de l'UNESCO et du grand marchand qu'on appelle la Banque mondiale, qui vous oriente comment vous devez le faire. Du coup, les études qu'on a menées sur le terrain font quoi? Nous donnent un type d'homme qui est prêt à travailler peut-être pour l'Occident, pas pour l'Afrique. Il faut donc s'asseoir, revenir à des concepts. Ce n'est pas un concept nouveau. Cheikh Anta Diop l'a dit. Kizerbo l'a dit. Mais surtout, Amadou Ampateba. Il dit, l'enfant qui naît parle Foufoulde à la maison, parle Douala à la maison, parle Banganta à la maison. Il lui faudra beaucoup de temps pour apprendre le français et faire des équivalences. Quelle perte de temps! Pour l'enfant français, dans un environnement français, à l'âge de 3 ans déjà peut faire l'école et faire des calculs. Le nôtre, ça devient un poids. Je n'insulterai pas les politiques de ne pas savoir le faire. Mais à un moment donné, ceux-là ont monté des programmes. Il faut s'arrêter après un parcours. 50 ans, on a fêté 50 ans. On s'arrête, on dit, où est-ce qu'on va même? On se prend en charge, on décide maintenant de dire, il nous faut des programmes tels que un enfant peut s'arrêter en classe de 3e ou en classe de terminale et être à même de vivre. D'où le fameux slogan qu'on dit aujourd'hui, entrepreneuriat. Vous allez voir, ça peut pas être le cas. La Banque mondiale, depuis un temps, a dit que l'école primaire obligatoire, donc l'éducation de base obligatoire, parce que c'est social. Pourtant, le secondaire, l'université, c'est une affaire d'un individu et d'une famille. Ça veut dire que sa vocation commerciale. Tout mettre l'accent sur la gratuité de l'école primaire. On peut donc comprendre quelque part que nous avons à nous arrêter et à nous dire,
nous avons échoué déjà quelque part, ou alors on n'a pas assez fait parce que l'école d'hier a aidé la mutation. Peut-être selon vous, on a échoué quelque part, mais peut-être qu'on pourra démontrer qu'on est plutôt en train d'avancer. Alors, monsieur l'inspecteur, vous avez suivi tout à l'heure tout ce qu'on a dit sur ce plateau. Alors, est-ce la raison de l'être de l'approche par compétence, alors que les autres approches avaient déjà montré leurs limites, si on essaie d'écouter ce qui se passe? Comment est-ce que l'approche par compétence vient donc rectifier tout ce qu'on a essayé de dire sur ce plateau, selon vous? Parce qu'il faudra comprendre, est-ce que ce programme devrait en principe être en conformité avec les réalités de notre nation, avec le monde de l'emploi et bien sûr avec ce qu'on doit acquérir comme connaissance. Mais on a comme impression qu'il y a un décalage, un léger décalage. Pour vous, le problème? Je voudrais, avant tout propos, constater que des interventions des deux précédents, il se dégage un problème en réalité. Le problème, c'est que il faudrait qu'on comprenne également qu'on a hérité, peut-être, du mauvais héritage, ça m'engage peut-être ce que je dis, on a hérité du système d'éducation coloniale. Et ce système d'éducation est passé... Et on y est encore, D'une certaine façon. On y est encore. D'une certaine façon, mais je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites. Et d'une certaine façon, ça a perduré jusqu'à un certain nombre d'années. Mais depuis un certain moment, vous aurez remarqué que dans les curricula, on a depuis pratiquement 2010, particulièrement en ce qui concerne les enseignements secondaires, il a été introduit les langues et cultures nationales à l'école. C'est-à-dire l'apprentissage des langues et l'apprentissage de la culture. On ne peut pas prendre une langue, la culture est le véhicule de la langue. Ne pas dire que la langue, évidemment, va être le véhicule de la culture et vice-versa. Donc, il y a dans tous les systèmes du monde un moment où on s'arrête pour pouvoir se poser la question de façon fondamentale, de savoir si notre système fonctionne. Et en ce moment-là, la périodicité n'est pas fixée dans le temps. Elle peut être fixée en fonction des priorités, en fonction des constatations que une société est en train de subir, malheureusement. Donc, à partir de ces éléments comme l'introduction des langues et cultures à l'école, il est fait de façon à ce que, parce qu'en réalité, lorsque ça se fait, il faudrait déjà mentionner que dans les années 80, dans les années 70-80, il y a eu un projet qu'on appelait le projet Propelka, qui a introduit les professeurs Tada Dieu, Maurice Mba et autres pour l'apprentissage des langues. Et nous parlons de langue. Il faut bien faire le distinguo, pas de patois. Parce qu'en réalité, lorsque l'on dit patois, c'est le jargon que le colon nous a donné pour nous dire que c'est un jargon incompréhensible, pas orthographié et qui n'a pas de grammaire. Ça, c'est grosso modo, c'est vraiment très péjoratif comme appellation. Donc, il est question pour nous d'avoir des langues, c'est-à-dire que des langues qui ont des orthographes, un vocabulaire, une grammaire, qui peuvent être écrits et qui peuvent s'exporter. Et que nous parlons là aujourd'hui, on ne peut pas écrire ça. Moi, je suis beau, par exemple. Le beau qui n'est pas là, on ne peut pas l'écrire. Mais ça s'écrit parfaitement. Une question que je voulais poser. Le bassin, on n'écrit pas. Ça s'écrit parfaitement. Ce sont des langues parfaitement orthographiées. Quel est donc le problème? Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'orthographe de ces différentes langues n'était pas unifiée. Et on a standardisé l'ensemble des représentations orthographiques pour faire ce qu'on a appelé l'alphabet général des langues camerounaises. Pour que, lorsque un bassaphone, par exemple, voit un texte en fait, ce que vous appelez bafan, il peut lire. Pourquoi? Parce que nous avons des spécificités qu'on appelle les sons et les tons. Parce que et on y est encore. On n'a pas encore fini avec ça. Voilà, du tout. On y est vraiment parce que c'est quelque chose d'important. Donc, il est question de voir que l'approche pédagogique n'est pas le problème. Il est question de se
désintoxiquer, pardonnez-moi l'expression, de se désintoxiquer d'une conception de l'éducation coloniale et de considérer que on ne peut pas et on ne sait jamais développer avec la culture d'autrui. On n'a qu'à regarder les pays d'Asie. C'est en fonction d'eux-mêmes qu'on a pensé, qu'ils ont pensé leur développement. Alors, ça veut dire que, M. Sama, ça veut dire que on n'a pas posé des bonnes questions au départ. Bon, on n'a peut-être pas posé des bonnes questions au départ. On peut se le dire. Non, c'est pas qu'on peut se le dire. On le dit ou bien on ne peut pas se le dire. Si on peut se le dire, il faut démontrer la suffisance. Dans une certaine mesure, puisqu'il y a des choses qui sont faites. Il vous a parlé, par exemple, des langues. Le ministre vient encore avec le cinéma, par exemple. Les enfants veulent quoi? Ils veulent l'argent. Ils partent à l'école parce qu'ils veulent l'argent. Ils veulent l'argent demain. C'est pour cela que les parents envoient les enfants à l'école. Donc, c'est une vérité. Il faudrait déjà que dès la base, on apprenne à l'enfant, comme j'ai dit dès le départ, des bases qui le rendent vraiment citoyen. Après, maintenant, ça, on commence à lui montrer ce que c'est que l'argent. La peinture que tu fais, c'est de l'argent. Les crèches que tu apprends à faire à ta soeur à la maison, c'est de l'argent. L'œuf que tu apprends à faire, c'est de l'argent. Parce qu'il est inadmissible que tu partes dépenser 500 au café pour acheter de l'œuf. Alors qu'on arrive au secondaire, on doit apprendre comment chercher de l'argent. Parce qu'on lui a montré ce que c'est que la valeur. Maintenant, comment transformer cette valeur. Et c'est pour cela que d'une part, j'apprécie l'État parce que sur les papiers, c'est bien. Lorsqu'on parle de stratégie nationale de développement. Parce que c'est justement sur ça qu'ils ont basé leur politique d'apprentissage. Sauf que ce n'est pas réellement ça comme ils étaient en train de dire. Essayons d'introduire des spécificités ou alors des matières qui permettent à l'enfant de ne pas être oisif, de pouvoir gagner et ne plus fuir l'école. Parce qu'il fuit l'école parce qu'il cherche l'argent. Il cherche l'argent. Alors, bon, est-ce qu'on a posé des bonnes questions dès le départ? Parce qu'effectivement, on nous dit que pour sortir un programme scolaire, on élabore le type d'individu qu'on veut former. Alors, aujourd'hui, on constate donc que le type d'individu qu'on forme n'est pas exactement le type d'individu qu'on recherche, dont les programmes dès le départ étaient faussés. Si je peux prendre une conclusion de ce genre, à vous écouter, hein. À vous écouter, c'est la conclusion qui sort immédiatement. C'est-à-dire que le type de programme choisi dans le départ était faussé, puisqu'on trouve des individus qui récitent tout, mais ne savent rien faire. Effectivement. On trouve des individus qui savent dire imbécile, mais ne savent rien faire d'autre que dire imbécile. Quand tu sors... Et ils vont vous dire qu'ils sont des agrégés, ils sont des docteurs en doctorat, des agrégés en agrégation. Ils vous diront tout ça. Quelle sorte alors, du banc, demandez-leur ce qu'ils savent faire. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de se déconnecter de la colonisation? Parce que, entendre monsieur l'inspecteur tout à l'heure, nous sommes encore presque dans l'école du colon. Charlemagne, lorsqu'il créait cette chose-ci, on ne sait pas là, il voulait amener les gens. Donc, est-ce qu'en ce moment, on a comme impression que nos États, ceux qui nous gouvernent, sont dans la logique de se déconnecter du colon, dans les enseignements? D'accord. Pour entrer dans la logique de la déconnexion avec le colon ou du colon, il faut d'abord que l'État comprenne que chaque peuple a sa culture. Quand nous allons maîtriser le secret de nos cultures, se déconnecter du colon ou des colons sera un jeu d'enfant. Mais si aujourd'hui, je reviens pour dire, si aujourd'hui dans un couple, hommes et femmes, ils ne parlent que français, ou espagnol, ou allemand, les enfants vont faire de même. Mais attendez, même s'ils vont, peut-être sont chrétiens, ça dépend de leur croyance, même s'ils vont faire des invocations ou des prières en de n'importe quelle façon ou quelle langue, ils ne pourront jamais s'en sortir. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'ils puissent faire ces prières, ces invocations selon leurs croyances, dans leur langue. La vie est la guerre des dominations. Charlemagne et autres, chacun tirait le pain de son côté. Alors même nous, Africains et Noirs, Camerounais que nous sommes, j'interpelle le chef de l'État et les autres à chercher à faire comprendre à tous les Camerounais que devenir spirituel est très important. Il a dit tout à l'heure, quand l'enfant va à l'école, c'est pour fréquenter et chercher l'argent. Mais si des gens le font comprendre que, voici, si tu cultives le sol, c'est déjà de l'argent. Tu fais ceci, c'est déjà de l'argent. Alors, en premier, ne cherche pas l'argent, mais en premier, cultive ton esprit. Bon, les programmes scolaires aujourd'hui, l'enfant même est désorienté. Pourquoi? Parce que il ne sait même plus. L'homme naturel
ne compte que sur ses facultés. L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles ne peut pas comprendre les vérités communiquées par les esprits de nos cultures, de nos différentes cultures. Alors, l'école, si en question, des Occidentaux ou des colons, ne réveille pas l'homme que le Dieu spirituel mystique a déchargé dans la créature qui naît. Mais ça réveille juste l'ego, l'orgueil, la pensée foutue. Mais là, bon, on ne comprend plus déjà là vous amener parce que j'ai peur de me retrouver dans un cours de prédication qui va m'échapper tout à l'heure sur ce plateau. Oui. Alors, parlez un peu au terme que nous allons comprendre. D'accord. D'essayer d'être trop spiritualistes là. D'accord. Moi, je ne suis pas spirituel. Donc, quand vous allez dans le domaine spirituel, là, ça me perd déjà. Ok. Donc, restons un peu là où nous sommes. Okay. Revenez chez nous ici à terre. D'accord, je suis déjà là. Le ciel là, descendez. Merci, voilà. je suis Maintenant, là. si vous êtes descendu, oui. Dites-nous donc clairement ce que vous voulez nous dire. Oui. Que cette école a quel problème? Cette école, son problème, c'est qu'il ne cultive que l'homme de l'orgueil et non de la connaissance. Chaque homme est habité par une force divine. Alors, le problème, c'est quoi? Les programmes qui sont introduits? Les programmes... Puisque nous parlons des programmes aujourd'hui. Oui, des programmes. Le délégué vient de le dire tout à l'heure. L'inspecteur, autant pour moi, venait de le dire tout à l'heure. Comment que nous avons mal hérité la chose. Alors, il faudrait donc ouvrir les yeux. Que l'État camerounais ouvre réellement les yeux à comprendre. Il faudrait que le Cameroun vive. Et pour vivre, il faut apprendre. Il faut apprendre. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Si nous périssons tous, c'est parce qu'on ne connaît pas. Très bien. Merci. Très bien. Alors, je vais vous suggérer de suivre cet élément. Effectivement, c'est une validation technique des nouveaux programmes scolaires. Et nous reviendrons certainement poursuivre avec notre échange parce que je sais qu'il y en a qui veulent rebondir tout à l'heure. Je vois déjà ça commence à surchauffer là. Je vous suggère de vous calmer un peu. Et puis, nous revenons juste derrière. On suit ce reportage avec beaucoup d'attention. Le sous-secteur de l'enseignement préscolaire primaire et secondaire dispose désormais de nouveaux programmes au niveau CP1, CP2 et 6e, 5e. La validation technique de ceux-ci est intervenue ce 27 janvier à Brazzaville au cours d'une cérémonie patronnée par la directrice de cabinet de Jean-Luc Moutou. Ce jour, nous avons le plaisir de participer à l'atelier de validation technique conformément à la feuille de route établie. Il s'agit pour les différentes commissions de présenter aux autorités ministérielles le fruit de leur travail. C'est une phase qui précède la validation nationale où d'autres sachants seront invités pour s'exprimer sur la qualité de ces programmes. Ces nouveaux outils sont l'œuvre du programme d'appui à l'amélioration du système éducatif PRACED en abrégé, un programme soutenu par la Banque mondiale. Les nouveaux programmes, guides pédagogiques et cahiers d'activité des classes de CP1 et CP2 pour le primaire, et 6e et 5e pour le collège sont déjà utilisés dans les classes depuis la rentrée scolaire 2022-2023. Après cette étape, les activités de réécriture des programmes éducatifs et guides pédagogiques des classes restantes s'est poursuivie selon la feuille de route établie par le consultant international. Cette feuille de route prévoyait des travaux en atelier résidentiel et pour aboutir aux principaux résultats suivants. Élaboration et codification de toute matrice des programmes éducatifs des classes restantes. Ajustement de tous les programmes et écriture des guides pédagogiques. À ce jour, tous les programmes éducatifs des classes restantes ont été rédigés et doivent faire l'objet d'une prévalidation avant leur mise à l'essai dans les établissements scolaires. En ce qui concerne les classes de 4e et 3e, cette phase de réforme des programmes est actuellement en période d'essai dans les établissements scolaires. Je me réjouis que les programmes des classes de CE1, CE2, CM1, CM2, 4e et 3e soient rédigés et disponibles pour leur mise à l'essai dans quelques établissements scolaires de la République. Cette phase de mise à l'essai nécessite une validation technique et c'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Les travaux présentés par chacune des commissions témoignent des difficultés auxquelles vous avez été confrontés, notamment pour élaborer des situations contextualisées et proches du vécu de l'enfant. Aussi, voudrais-je vous assurer que ces résultats convaincants sont un gage pour vous encourager à tester les programmes révisés
dans quelques établissements scolaires. Pour concevoir ces nouveaux programmes, 66 experts du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, accompagnés de plusieurs consultants, ont été mis à contribution. Ils ont d'ailleurs présenté les résultats issus de leur commission pour enrichir le travail déjà fait. Ok, c'est bon. Merci donc pour ce reportage. Monsieur l'inspecteur, vous souhaitez rebondir? Rebondir par rapport à l'intervention de mon révérend, peut-être pas, peut-être des ajouts et dire ceci également. Il est clair d'une certaine façon que toute œuvre humaine ne peut pas être parfaite, ça c'est l'évidence même, et il est également clair que pour que on ait un système éducatif parfait, ce que je ne pense pas exister dans le monde jusqu'à présent, il faudra beaucoup d'efforts. Et en ce qui concerne les efforts, on ne pourrait pas passer sous cap quand même les efforts qui ont été faits depuis un certain nombre d'années en ce qui concerne particulièrement les enseignements secondaires. Nous parlions tout à l'heure de l'introduction des langues et cultures à l'école pour les élèves, pour les apprenants. C'est un élément très important. Très important dans la mesure où il y a eu un travail considérable fait au préalable. Et vous savez que notre pays est une mosaïque d'environ plus de 230 langues, 250 langues. Et dans ces 250 langues, il y en a plus de 200 qui sont codifiées et qui peuvent déjà s'écrire et où on peut avoir des productions. Donc, il est question, par exemple, je vous le dirai de façon très généralisée, il est question, par exemple, pour le ministère des Enseignements secondaires, de permettre qu'il y ait des sous-cycles d'apprentissage de la 6e en 5e. On va apprendre l'alphabet général des langues camerounaises, les sons et les tons, pour que, à l'issue d'un processus, par exemple, à la fin de ce sous-cycle, un enfant sache ne fût-ce que lire une langue camerounaise. Et cet élément-là est introduit dès le départ, on avait des lycées expérimentaux à travers le pays, mais aujourd'hui, ça commence à devenir une exigence dans tous les établissements scolaires. La preuve, ce sont des disciplines qui arrivent déjà depuis 4 ans comme épreuve facultative aux examens certificatifs. Donc, c'est déjà une avancée notoire. Maintenant, il faudrait dire que tout le monde va se dire, et ça c'est un problème parce que lorsque vous êtes par exemple dans une ville comme Douala qui est très cosmopolite avec tout ce qu'il faudrait, de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on apprendrait comme langue. La guerre de langue aura-t-elle lieu pour ceux qui se réclament d'être chauvins? On ne pourra pas parler toutes les langues, mais il faudrait qu'un enfant qui côtoie une région s'enrichissent de parler la langue de cette région-là. C'est un peu ce qui est mis en branle. Et si nous avons un retard dans nos 50 ans d'indépendance, je le mets entre guillemets également, si nous avons un retard dans ce processus, comprenons qu'il faudra peut-être un petit temps pour qu'on puisse l'implémenter de façon réelle. Et c'est déjà ça que de le commencer. Nous avons l'introduction, nous avons la création des établissements, des lycées agricoles. Nous avons un à Yabassi, par exemple, qui forme les élèves à partir du secondaire sur l'agriculture. Nous avons la création Voilà. Nous avons, par exemple, en Konsamba, en Balmayo, des instituts de beaux-arts qui forment nos apprenants sur l'éducation artistique dans sa... Ça, c'est toujours dans la langue du blanc. Toujours dans la langue du blanc. En fait, c'est dans la même mouvance. Comme pour dire que la réalité, c'est que ces introductions, on n'a pas le choix que de les faire progressivement également. Donc, on ne peut pas de façon péremptoire nous dire qu'on est dans un système qui n'évoluera pas. On évolue, mais il faudrait que tout le monde mette du sien. Peut-être qu'il évolue en déphasage. C'est-à-dire qu'il évolue là, il ne faudra pas évoluer. On peut peut-être qu'il évolue dans un autre sens. On peut penser ainsi. Pendant que vous évoluez pour aller dans l'eau, il y en a qui vous disent que non, évoluez plutôt vers les rails. Vous voyez que vous évoluez tous, mais vous n'allez plus dans le même sens. C'est un peu cela qu'on veut comprendre. On était dans avec votre système, là, en fait, notre système actuel, vous croyez qu'il évolue dans quel sens?
Dans de l'eau ou bien sur des rails? Si vous aviez trouvé une autre figure de style, peut-être que j'aurais Dans de l'eau, ça suffit, parce que vous partez, vous noyez. Dans les rails, ça veut dire que vous êtes en train de suivre. On aurait peut-être trouvé une autre figure. Mais ce que nous disons, c'est que nous sommes partis d'un élément de culture. Nous sommes partis d'un élément qui était une base pour asseoir les programmes et faire des programmes, des éléments qui permettent aux enfants de se mouvoir dans les sociétés actuelles, dans notre société actuelle. Et si nous partons de la base selon laquelle la culture et la langue sont des éléments importants qui permettent l'affirmation de soi, l'affirmation de soi et l'estime de soi, il est logique que l'on pense que ça doit avoir des effets, que ce soit dans tous les domaines possibles, que ce soit le domaine scientifique ou bien les domaines culturels. Donc, on partait de ces éléments-là. Et cet élément n'est pas inutile. Il n'est pas inutile de le mentionner. Donc, nous pensons humblement que, personnellement, je ne suis pas défaitiste. Et la petite expérience que nous avons au niveau de la pédagogie nous montre qu'on est en train de quitter d'une étape on évolue vers quelque chose qui, progressivement, avec l'aide de tout le monde, parce que c'est une participation de tout, aussi bien de parents que d'enfants, aussi bien de cercles culturels, aussi bien de groupes linguistiques que de comités de langue, ainsi de suite, vers quelque chose qui va nous permettre de faire de nos cultures des éléments de fierté et des éléments d'estime de nous-mêmes. Alors, en attendant donc cela, on est encore en train de souffrir, effectivement. Monsieur Yom, votre réaction aussi, peut-être? Ma réaction, d'abord, je dirais à l'inspecteur, ce qu'il dit, ça se comprend, c'est la politique générale de notre pays. Il est aussi dans son élément de le dire. Mais à l'inverse, il y a des choses qui nous rattrapent. Donc, il y a des causes endogènes, des causes exogènes. Oui. Les causes endogènes, d'abord, nous rattrapent à quel niveau? Au niveau de la population. Il y a deux choses. La langue et la population nous rattrapent. Vous ne pouvez pas, dans un monde de rapport de force, aller vous mesurer à quelqu'un qui a une grande taille. Et vous êtes un nain. Quelle que soit votre volonté, il va vous engloutir. Je vais dire quoi? Le président Macron, une fois, dit aux Africains, vous passez votre temps à faire des enfants. Ce discours a circulé et on a cru à ces paroles. Et pourtant, c'est archi faux. L'Allemagne a à peine 472 000 km² avec 80 millions d'habitants. Le Cameroun, 475 000 km² avec à peine 30 millions d'habitants. C'était beaucoup de pays comme ça. La France elle-même, 662 000 km², combien d'habitants? Par rapport au Cameroun, si on fait le ratio. Ils nous trompent qu'on accouche beaucoup d'enfants. Parce qu'ils ont peur qu'on ait une masse populaire pour qu'on s'impose. C'est le premier danger d'abord. Après, le danger maintenant est aussi culturel à travers la langue. Hier, la Chine, quand elle fabriquait les produits, écrivait en chinois, en anglais, en espagnol, en français. Aujourd'hui, observez très bien, ils fabriquent leurs produits, ils n'écrivent qu'en mandarin. Maintenant, débrouillez-vous à lire ou à comprendre. Ils sont devenus une force par la population. Vous ne consommez pas, vous consommer. Une force par la taille. Alors, il nous faut d'abord, nous, Camerounais, par rapport, je vais être hors sujet un peu là, mais c'est hors sujet important, de compter sur la population, de demander à nos frères camerounais, à nos sœurs camerounaises d'accoucher beaucoup d'enfants pour faire le poids. Maintenant, on va donner beaucoup de force d'accoucher. Oui, on va revenir à l'élément culturel à travers la langue. Ici, à côté, en RCA, on parle quoi? Le sango. Le lingala. Vous allez en RDC, on parle quoi? Lingala et Swahili. Vous allez encore dans l'Afrique centrale, il n'y a que le Cameroun. En Tanzanie, le Swahili. Vous allez partout là, en Afrique de l'Est, pour la plupart des pays. Vous voyez donc que c'est l'élément fédérateur de la langue est une force pour ces peuples. Du coup, face à l'autre, on est omnibulé, on est phagocyté. Maintenant, il faut une dose de courage de sortir du néocolonialisme pour dire que nous devons nous affirmer. La liberté s'arrache, ça ne se donne pas. Un. De deux, sur le plan financier,
Le Cameroun attend que la Banque mondiale subventionne l'école. C'est une faute grave. Le Cameroun attend que l'UNESCO valide ses programmes. Sinon, si ce n'est pas validé, ça ne va pas donner tel ou tel résultat. À un moment donné, pour montrer qu'on marche, ce n'est pas en disant que regardez comment je marche que vous marchez, mais c'est en marchant qu'on constate que vous marchez. Et le World Sewing Card, l'African Personality disait, le tigre ne programme pas sa tigritude, il attrape sa proie et la dévore. C'est vous qui savez que le tigre est passé par là. En d'autres termes, le Cameroun aujourd'hui doit marquer un arrêt et se dire par rapport à notre école aujourd'hui, voilà ce qui est important pour nous. Parce qu'au ministère, je vais vous dire une chose, quand on donne le programme, l'inspecteur va s'asseoir, il va même valider. Il aura de bonnes idées. Parce que tout ce qu'on dit là, il le sait. Il va écrire, voilà comment le Cameroun doit marcher pour qu'on ait une école acceptable. Ce programme sera conduit au ministère. Et dans ce ministère, il y a un bureau de la francophonie qui prend le programme, prévalide, envoie en Occident, on valide, on vous le retourne et vous appliquez. Il faut donc comprendre que on est en position de faiblesse, on est presque en danger. On a beau avoir la volonté comme inspecteur pour vouloir appliquer ce que nous disons, on a mal de savoir que ça ne produit pas quelque chose, mais on est un peu prisonnier. Ça. Alors, effectivement, on est un peu prisonnier. Cette prison-là m'intéresse. Qui nous a mis en prison? C'est une question qu'on peut également se poser. Qui nous a mis en prison? On est prisonnier de nos programmes qui nous a mis en prison. Est-ce la même mise du colon qui pèse encore sur nos États au point où on a du mal à s'en détacher? Ou alors, nous détachons la corde en sachant que non, si nous la détachons trop fort et qu'elle se coupe tout simplement, le colon va nous fuir, on n'aura plus de ressources pour poursuivre ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si c'est ça qu'il s'agit. Monsieur Tolo, vous n'êtes pas un politicien, mais essayez de réfléchir avec moi sur la question. C'est bien de le relever, mais ce qu'il faut dire, il faut dire que nous-mêmes, nous sommes en train de créer le propre problème. Parce que il a parlé de langue tout à l'heure. Depuis, nous sommes là, nous tournons sur la langue et la culture par rapport à nos programmes. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dit parfois on n'a pas de choix. On a le choix. Pour la langue, on pourrait créer un vendredi de langue maternelle. Si c'est qu'on veut introduire sincèrement la langue dans l'école, on peut créer que chaque vendredi, on initie une langue. On parle la langue maternelle chaque vendredi. Si on ne veut pas faire le TM, le travail manuel. On peut, je ne sais pas pourquoi on parle de bilinguisme, on parle de semaine du bilinguisme, mais on parle de journée de la langue maternelle. Donc on prend toute une semaine pour le bilinguisme, mais on prend une journée pour la langue maternelle. Pourquoi ne pas parler de semaine de la langue maternelle? Une journée du bilinguisme. Une journée du bilinguisme. Ça, sincèrement, cela il revient de notre volonté. Si vraiment on veut, peut-être le blanc peut nous dire, bon, ne mettez pas ça sur les programmes et autres, mais ils ne vont pas venir regarder si c'est qu'on enseigne ça ou pas. Si on veut déjà faire ce pas, il faudrait qu'on commence comme ça. Et maintenant, par la suite, on voit comment introduire ça légalement dans les programmes. Je ne pense pas que les accords datent encore d'assez longtemps pour qu'on puisse introduire ça légalement. Donc là, c'est au niveau de la langue. Au niveau de la culture, nous avons besoin de quoi? Le Cameroun a besoin de quoi actuellement? Selon la stratégie nationale de développement, on parle de l'industrie. Il faut transformer. Mais transformer quoi alors quand l'élève ne sait pas déjà d'abord ce qu'il peut transformer? Il a parlé du sol. Tout le monde chez lui a au moins une fleur. Même le roi des herbes ou bien quoi que ce soit. Est-ce que vous savez que ça donne de l'argent? C'est de la valeur. Donc, on devrait voir comment est-ce que la physique, la chimie qui est adaptée au Cameroun puisse vraiment répondre aux réalités du Cameroun. Nous avons les déchets partout. Est-ce que vous savez que ça fait beaucoup de gaz, par exemple, chez vous? Ceux qui recyclent les bouteilles et autres, ce sont les réalités qu'il faut adapter au programme. Ça, ce sont des petits exemples. Ça veut dire qu'il faudra mettre le programme en rapport avec ce que nous vivons. La réalité, effectivement. Ce dont nous avons besoin effectivement. Pour se développer. Le vécu quotidien. Il est inadmissible qu'un enfant ait le bac. On lui dit d'écrire une phrase, 5 mots. Il fait 7 fautes. Tu lui demandes, tu sais donc faire quoi? Il te dit qu'il sait vendre le bon François sans faire de publicité. Est-ce que c'est normal? Les professeurs en professorat qui sont sur la moto, ça ne cadre plus. Vous perdez, vous connaissez le nombre d'années
pour fréquenter, 3 ans maternelle, 6 ans secondaire, pratiquement, c'est tellement dangereux parce qu'en 5 ans, on aurait pu apprendre à l'enfant comment chercher l'argent. C'est pour cela que rendez-vous bien compte, en classe de 3e, beaucoup d'enfants fuient l'école parce qu'ils cherchent l'argent, ils partent dans les chantiers. Oui, on ne leur a pas appris un travail secondaire que bon, si c'est que tu sais coiffer par exemple, il y a des cours, voilà les cours qu'on peut enseigner aux enfants, la coiffure. Le week-end comme ça, c'est que l'enfant n'a rien à faire, il peut prendre la tondeuse de papa, il coiffe, il cherche l'argent. Est-ce qu'il ne s'en sort pas ici avec? Mais c'est l'école, il faut de l'art, il faut apprendre comment les enfants doivent faire ça. Et c'est pour cela que d'une part, j'apprécie les initiatives de Madame le ministre, mais il y a encore beaucoup à faire. Vraiment, ce qu'elle a introduit, le cinéma et autres, ça va faire les enfants ne vont plus seulement blaguer avec le Snapchat, ils vont vraiment produire des contenus. Le colon a voulu former des gens qui portaient bien les vestes et les cravates comme nous, qui attendent de s'asseoir dans les bureaux climatisés et c'est la triste réalité. Bon, okay, ils ont des domestiques pour aller faire leur champ. C'est la triste réalité. Pour aller faire leur champ, pour aller faire ce qu'ils veulent faire, mais ils sont là pour les zoner. Mais ils raisonnent comment? Bon, revenons. Oui. Cette école, vous avez si bien dit, on a tout raté. Mais où est-ce qu'on a raté? Et je voudrais comprendre parce que au moins je sais résoudre une équation mathématique. X plus X, ça fait 2X. X au carré égale à 1. Ça veut dire que X au carré moins 1 égale à 0. Ça te dit X moins 1 facteur de X plus 1. Ça, c'est quoi que ça? X égale à 1, X égale à moins 1. On dit plus ou moins 1. Ça, au moins, je sais. Vous y êtes. Mais ça m'amène où? C'est la question que je me pose. Puisque je sais tout ça maintenant, concrètement, qu'est-ce que je fais donc avec ce savoir? Est-ce que ce n'est pas là le problème des programmes qu'on nous met là? On nous enseigne comment il faut dire à quelqu'un qu'il est beau, mais hélas, on ne nous enseigne pas ce que c'est que la beauté. D'accord. En fait, la vérité est que pour dominer quelqu'un, il faut d'abord le dominer spirituellement. Ces gens-là... J'ai un problème avec votre esprit. Oui, j'arrive. Mais là, peut-être, non, je ne dis pas qu'il a tort. S'il vous plaît. Je ne dis pas que bon, Reverend a tort. Mais dites-moi comment un enfant de 5 ans sera spirituel. Dites-moi comment un enfant... J'arrive. À moins que ça ne soit le spirituel de la nuit. Oui, un enfant de 5 ans. Comment il est spirituel, n'est-ce pas? Mes enfants, personne ne va à l'école à moins de 5 ans. Parce qu'un enfant qui naît, j'espère que vous n'êtes pas en train de dire aux autres de ne pas envoyer des enfants à l'école à moins de 5 ans. La plupart qui les envoient... Parce qu'ici au Cameroun, mon révérend, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Je voudrais rassurer nos téléspectateurs que le révérend dit ce que lui il fait. Et non ce que le gouvernement demande de faire. Au Cameroun, on a dit qu'à 3 ans, vous allez à l'école maternelle. Vous commencez là-bas, et puis vous passez au primaire. Donc à 3 ans, allez inscrire les enfants à l'école. Je vous en prie. Lui, ses enfants ne partent pas à moins de 5 ans. C'est ce qu'il nous dit. Alors, parce qu'un enfant qui naît, l'être humain a 5 sens. Un enfant qui a 1 an a 1 sens. 2 ans, 2 sens. 3 ans, 3 sens. 4 ans, 4 sens. S'il va à l'école à 3 ans, facilement, on peut l'atteindre de toutes les manières invisibles. Mais quand il a déjà 5 ans, 5 sens. 5 sens. On ne peut pas atteindre. Il est impossible qu'on l'atteigne. Aujourd'hui, la plupart de ceux-là qui sont vraiment laxistes, nos femmes et autres, nos frères hommes qui sont des pères d'enfants, ils envoient des enfants à l'école à 2 ans, 3 ans parce qu'ils n'ont pas de temps. Moi, j'ai envoyé ma fille à 3 ans. Si tu n'as pas le temps... Tous mes enfants ont commencé à 3 ans. Si tu n'as pas le temps... Comme moi-même à 3 ans. Si tu n'as pas le temps, ne fais pas l'amour à ta femme pour accoucher. Laisse-la en paix. Parce qu'on dit chez nous, celui qui dote sa femme doit se rassasier de ses jambes. Je suis patriarche et personnalité morale. Alors, voici la vérité. Un enfant qui a 5 ans est déjà spirituel. Parce que l'enseignement de base, c'est à la maison. Quand il va aller à l'école, il ne va pas perturber l'enseignant. Il sera préparé, bien classé et dressé. Alors, tout ce que l'enseignant va dire, non, il va copier facilement. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Quand l'enfant a déjà 6 sens, il cherche déjà le 6e sens qui est l'extrasensoriel. Quand il a déjà 7 ans. Il y a un 7e sens? Non. Les 7 lampes
de la divinité suprême sont déjà en lui. Et 8 ans. Voilà pourquoi, même des moments... Il atteint sa première phase d'accomplissement. Bien sûr, bien sûr. Voilà pourquoi, des moments, même le chef de l'État a fini par signer que si l'enfant n'a pas 12 ans, qu'il ne parte pas en 6e. Parce qu'à 12 ans, toutes les fusions solaires sont déjà dans l'homme. Et tu es prêt à être initié de toutes les manières. Jésus entre au temple à 12 ans. Alors, à 12 ans, c'est l'âge nubile. La fillette voit les premières règles. J'espère que vous n'êtes pas en train de faire peur à nos téléspectateurs. Non, 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 non. C'est ça donc qu'on devrait enseigner depuis. Pas le brouhaha qu'il y a dans des programmes scolaires où aujourd'hui on est berné par les plus forts spirituels. Ils ont développé cela, nous ont dominés. On tourne seulement la tête comme un rat dans le trou. On devrait enseigner des cours de spiritualité aussi à l'école. Non, voici quand on dit à un enfant, voilà ton oncle qui arrive. Quand il vient dire le papa bonjour en patois, c'est la spiritualité. Papa, maman dit qu'elle se repose. Ok, voilà un verre d'eau. Tu attends un peu, ton frère, qui est mon papa, va arriver tout à l'heure. C'est la spiritualité. Ce sont des valeurs spirituelles. Il développe déjà le champignon christique qui sommeille en lui. Mais c'est déjà un monsieur. Et même son oncle, qui est l'enseignant, va dire, mais oh, waouh, ça, Pitanga, ça, il va le parler en patois. Vraiment, je suis un bon enfant. Mais il va lui donner 200 francs ou 500 en partant. Mais c'est ça, des valeurs que Dieu a mis dans tout un chacun, blanc, noir, guéguerou, qui doivent être cultivées. Bien sûr, mais maintenant, tout singué. Mais là, c'est le travail du parent à la maison. Et c'est encore le travail des programmes scolaires. Non, c'est le travail du parent pour mieux embrasser le programme scolaire. Là, on va mieux discerner que ce programme, si l'enfant va dire, il n'y a même rien ici, dit donc moi je ne comprends même rien là. Pourquoi? Parce que son code du 3e œil, appelé la glande pinéale, que votre consultant disait à la fois derrière ici, qui est l'intuition. La connaissance intuitive, c'est ça qu'on cultive à la maison. C'est ça qui va faire en sorte que quand l'enfant ira dans cette école, mais il sera champion bien après. Très bien. Parce que son intuition est déjà, sa connaissance intuitive est déjà réveillée. Est-ce qu'il ne faudra pas que les enseignants commencent même déjà eux-mêmes par passer par cette école-là, avant de voir comment ils vont donc créer des programmes, évaluer des programmes qui doivent... Très bien. Donc, le problème maintenant, c'est que ceux qui nous enseignent doivent également passer par cette école. Merci, je suis là prêt pour les enseigner. Est-ce que Paul Biya va inscrire ça dans ses programmes pour que ces enseignants passent dans ces écoles-là? Il faut qu'il le fasse. That is the question. Il faut qu'il le fasse. Moi, je me propose même qu'il me nomme ministre même des Affaires culturelles et d'évangélisation. Oui, et je vais le faire. Qu'il me nomme ce ministre-là. Écoutez, on n'a pas besoin de quelqu'un qui peut nous faire gagner, par exemple, 100 milliards, mais qui vole 80 milliards. C'est pour cela qu'il parle beaucoup de valeurs spirituelles depuis. Ça ne sert à rien d'avoir quelqu'un qui produit 100 milliards et qui réussit à voler 80 milliards. C'est pour cela que dès la base, j'ai dit, les valeurs, qu'on s'appesantit sur des valeurs d'abord avant de parler d'autre chose. Tout à fait. Très bien. Je vous suggère de suivre ce reportage, effectivement, pour que le temps de détendre l'atmosphère sur ce plateau. Effectivement, nous allons suivre ce reportage. Et là-bas, nous allons suivre les sections de la conservation de l'environnement dans un programme scolaire. Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut insérer le spiritualisme, on peut insérer l'agriculture et tout ça, les arts et cultures. Là-bas au Congo-Brazzaville ou en Côte d'Ivoire, je crois, si je ne me trompe pas, on a plutôt inséré là l'environnement, c'est-à-dire l'insertion, la conservation de l'environnement dans les programmes scolaires. Nous suivons ça avec beaucoup d'attention. C'est dans le but de former une génération d'élèves leaders à la conservation de l'environnement que se tient cet atelier de formation des enseignants relative à l'utilisation des boîtes à outils et du conservation, visant à donner aux participants les moyens pédagogiques nécessaires et adaptés pour mener à bien leur mission. La conservation de l'environnement fera désormais partie intégrante des programmes scolaires en République du Congo à compter de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023 prévue en octobre. Au cours de cet atelier, une démonstration scientifique a été exécutée par un expert d'éduc-conservation dans l'optique d'éclairer la lanterne des participants venus des différents départements de la République. Coordonnateur du projet Éduc-Conservation, Nazer Massamba explique l'intérêt fondamental du dit projet. En partenariat avec les ministères de tutelle, avec les écoles, les inspecteurs et les enseignants, le projet Éduc-Conservation vise à sensibiliser les jeunes
à la conservation de la nature et à les inspirer à maintenir l'équilibre entre les besoins humains d'un côté et les ressources naturelles disponibles de l'autre. Pour le ministre Jean-Luc Moutou, il est question d'apprendre aux jeunes à promouvoir l'équilibre entre les besoins humains de la consommation et la protection de l'environnement. L'école congolaise aujourd'hui ne saurait plus se résumer à la seule quête des savoirs essentiels et qui garantissent le développement de l'être. Elle a désormais pour ambition, notamment dans la prise en charge des jeunes écoliers, de se projeter vers de nouveaux horizons susceptibles de garantir le plein épanouissement de leur être, mais aussi de leur assurer les moyens d'existence les plus adaptés au contexte d'aujourd'hui. Le projet Éduconservation est le fruit d'un protocole d'accord signé entre le gouvernement de la République du Congo et la Fondation Sabine Platner African Charities, SPAC en sigle, en 2017, dans le cadre du lancement de la phase pilote de ce projet. Jusqu'en 2019, cette phase pilote concernait les élèves des classes de 5e dans 4 départements. Le projet a ainsi formé 40 enseignants de sciences de la vie et de la terre, avec la participation de 19 inspecteurs chargés des activités pédagogiques, ICAP, de SVT, et 7 inspecteurs coordonnateurs des CEJ. Toujours en 2019, compte tenu des bons résultats de la phase pilote, le gouvernement de la République, représenté par M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, alors ministre en charge de l'enseignement secondaire, ainsi que Mme Arlette Soudonono, ministre en charge de l'environnement, avait signé un autre protocole d'accord avec la Fondation, marquant la phase actuelle du projet. Le Congo, notre pays, accorde une place de choix aux questions relatives à la conservation de l'environnement et de la biodiversité. C'est pourquoi la sensibilisation et l'implication de tous les acteurs sociaux à cette question est une priorité pour le gouvernement de la République. Cette éducation à la conservation de l'environnement est assurée par l'école. Les boîtes à outils Éduconservation, par leur composition, vont constituer désormais pour nos élèves un support pédagogique important afin de renforcer la lutte contre les changements climatiques. Ces boîtes à outils comprennent des guides, on l'a dit ici, pour les enseignants avec des plans de leçons au contenu lié à la conservation de la nature en harmonie avec les programmes scolaires, des cartes des plantes et des animaux, des affiches liées à l'environnement, des livres de récits, etc. Il faut retenir à cet effet que la formation des enseignants à l'utilisation de la boîte à outils Éduconservation est une formation des formateurs de la lutte contre la destruction de la terre. À terme, les enseignants devront être en mesure, lorsqu'ils seront dans les salles de classe, de faire aimer la nature aux élèves, de les inciter à la protéger et à promouvoir l'équilibre entre les besoins humains de consommation et la conservation de l'environnement. C'est là l'école du développement durable, là où l'enfant apprend à transformer le monde selon les règles du droit et à devenir, selon les mots de Karl Marx, le maître de la nature. Un échantillon de boîte à outils a été remis au ministre de tutelle qui a par la suite transmis au directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Il s'y est de noter que 30 écoles pilotes ont été sélectionnées pour l'exécution de ce projet dès la prochaine rentrée scolaire, notamment 12 écoles à Brazzaville, 6 à Pointe-Noire, 2 dans le département du Kwilu, 2 dans le Niari, 2 dans la Bouinza, une dans le département de la Cuvette, une autre dans la Cuvette Ouest et 4 dans le département de la Sanga. Alors, peut-être une réaction, monsieur l'inspecteur. On ne pourrait que féliciter cette initiative parce que ce sont des problèmes actuels et ce sont des problèmes qui se font de plus en plus présents dans nos sociétés parce que ça engage non seulement la gestion de l'environnement, mais au-delà, la gestion du quotidien en ce qui concerne les déchets, produits, la préservation de l'environnement, la production
éventuellement du biogaz et bien d'autres éléments qui participent dans le recyclage. Donc, ça ouvre de très grandes perspectives à la recherche et à la connaissance et évidemment aux emplois qui devront être faits. On ne peut qu'avoir un regard positif sur ce genre d'initiative qu'on aimerait avoir également, qu'on appelle de tous nos voeux, avoir également chez nous. Alors, vous allez garder la parole le temps de demander à nos téléspectateurs qu'ils peuvent maintenant réagir sur le numéro qui va s'afficher sur le petit écran. Ça sera bien sûr au 6 94 45 60 38. 6 94 45 60 38. La réalisation se chargera de prendre vos appels et de nous relayer ça ici en studio. Je vous suggère d'appeler. Mais avant, rassurez-vous que vous avez arrêté le volume de votre poste récepteur entièrement pour ne pas avoir des échos vraiment défavorables sur ce plateau. Et lorsque vous appelez, vous avez 2 à 3 minutes pour réagir, pour nous permettre d'avoir l'interéchangeabilité sur ce plateau. Merci. Merci déjà. Alors, 6 94 45 60 38, le numéro est déjà sur le petit écran. Monsieur l'inspecteur, parlons maintenant de l'approche par compétence. L'APC, comment sommes-nous arrivés là? On a constaté quoi pour arriver à cette approche par compétence et qu'est-ce qu'on attend d'un style, de ce nouveau style qui est en branle, je crois, depuis 3 ou 4 ans maintenant au Cameroun? Bien, il faudrait dire que l'approche par compétence ne vient qu'à l'issue, comme vous l'avez dit, d'une constatation des limites de d'autres approches qui ont été pratiquées avant. Il faudrait dire que celle qui vient avant l'approche par compétence, c'était l'approche par compétence, c'était l'approche par objectif. Donc, il était question que l'enseignant se fixe des objectifs dès le départ à atteindre au cours d'une séquence didactique. Une séquence didactique n'est rien d'autre qu'un jargon bien savant pour désigner une période d'enseignement. Alors, monsieur l'inspecteur, on va de temps en temps, vous allez vous habituer, on va de temps en temps vous interrompre pour prendre ces appels parce que c'est le temps maintenant. On ne vous pas dans une trentaine de minutes et puis nous revenons. Ok, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Merci beaucoup, on vous écoute. On va interrompre cet appel. On va interrompre cet appel, je vous en prie. Monsieur, je l'ai dit tout à l'heure, et je voudrais me répéter. Lorsque vous nous appelez, rassurez-vous que vous êtes à un bon emplacement, il n'y a pas d'écho, et que vous n'êtes pas en train de vous l'écouter. Parce que là, on a un problème, là. On ne parvient pas à mieux vous cerner lorsque vous appelez. On a un autre? Allô? Oui, bonsoir, allez-y. Oui, je suis très éloigné de la télé. Allez-y. Oui, donc je disais que pour la Renaissance africaine, l'essentiel, le fondement, c'est de rentrer dans nos langues, de comprendre. Tant que nous n'avons pas ces bases-là, nous ne pouvons pas avancer. Par exemple, moi, le jour où j'ai appris le Médounéfer, la langue égyptienne du Québec, je me suis senti comme né de nouveau. Alors, je crois que si on pensait à nos langues, ça serait fondamental. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci. Alors, monsieur l'inspecteur, allez-y. Bien, donc, on est parti de cette approche par objectif où l'enseignant se fixait des objectifs à atteindre. Et ces objectifs, ils passaient par toutes les méthodes que les enseignants connaissent bien pour pouvoir atteindre ces objectifs. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que nous apprenons, un enfant n'arrive pas forcément à l'école, j'utiliserai l'expression tabula rasa. Et il y a une illustration du révérend tout à l'heure qui nous montrait combien de fois un enfant peut avoir des prérequis et il y a un ensemble d'éléments avec lesquels un enfant arrive à l'école. Et il était question également de montrer à l'enfant qu'il peut participer lui-même à la construction de ses savoirs. D'où l'approche par compétence. C'est-à-dire qu'on éveille chez l'enfant ses aptitudes à pouvoir participer à sa formation à lui-même. Et lui montrer qu'il construit progressivement sa connaissance avec ce que lui peut également apporter. D'où lui permettre également d'ouvrir des champs de recherche personnelle, parce que
avec ça, on a des exercices qui permettent à un enfant d'aller faire des recherches, d'aller s'informer, aussi bien auprès de ses parents, auprès de la société, auprès de l'environnement, pour pouvoir permettre qu'il partage ces éléments à l'intérieur de sa salle de classe pour une séquence didactique, une séquence d'enseignement, pour qu'à la fin, on puisse tirer un élément qui permette d'être la règle chez tout le monde pour pouvoir. Et là, en ce moment, on sent que l'enfant se sent valorisé et il sent qu'il bâtit le savoir. Et on s'est rendu compte qu'il retient beaucoup plus vite de ce savoir participer à ce qu'il apprend. Pas uniquement à ce que le maître, le tenant du savoir, dit tout au long de la journée. Donc, on est parti de ces éléments pour pouvoir progressivement, et il faut dire également, je voudrais le dire, que l'approche par compétence a eu une certaine évolution. On est parti de plusieurs conceptions, de la conception canadienne à d'autres conceptions qui nous permettent beaucoup plus d'arriver à celles qui répondent à nos réalités. Alors, M. Nyom, le constat effectué. On a un appel? Ok, M. Nyom, le constat effectué sur cette approche par compétence qui semble être aujourd'hui comme un nouveau programme en expérimentation au Cameroun, est-ce que dans ce suivi-là, vous avez comme impression qu'on a évolué? J'ai l'impression qu'on a évolué parce qu'aujourd'hui, quand même, quand on parle de l'APC, comme l'inspecteur l'a dit tout à l'heure, il faut aider le téléspectateur ou le parent à comprendre mieux un élément. Parce qu'on dit APC, on se limite là, mais il y a un autre mot qui s'ajoute, APC-ESV, qui veut dire approche par compétence avec entrée dans les situations de vie. Bon, généralement, on se limite à APC. Mais quand on va entrer dans les situations de vie, bien compléter la compréhension meilleure pour voir que cet enseignement ne se limite plus seulement aux connaissances, mais aux compétences. La connaissance était le savoir pour savoir. Mais aujourd'hui, il y a savoir-faire, savoir-être et savoir, on appelle encore ça quoi, savoir transversaux. Ça veut dire qu'on ne se limite pas seulement à un savoir uniquement à une discipline, mais il y a une transversalité dans l'enseignement. Du coup, l'enfant peut être, si c'est bien appuyé, on va arriver à de bons résultats. La dernière fois, j'ai parlé ici en disant que peu importe la couleur du chat, pour qu'il attrape la souris, on peut apporter des reproches à l'APC. Mais quand on regarde l'évolution faite jusqu'à ce jour, je crois que ce système vaut son pesant d'or. On doit mieux l'encadrer encore pour que ce qu'on appelle tout à l'heure par rapport au programme qui doit s'adapter à nos réalités, même sans le vouloir, l'APC va nous conduire à tomber dans ces programmes, dans ces langues, dans cette culture. Je crois que pour moi, l'APC est une bonne chose qu'on doit booster et orienter de façon bénéfique. On a évolué quand même. On a évolué. Dans des programmes, on a évolué. Ou bien dans des systèmes d'apprentissage, on a évolué. On a évolué. Et puis l'enfant, ce qui est important aussi à noter, c'est que bien que ça peut écorcher les anciens enseignants, qui hier, l'ancien était ex-cathédrale, veut dire un magister dixit. Tout ce qu'il disait de l'enfant, le goubet comme ça. Mais aujourd'hui, l'enfant qui a préparé quelque chose à la maison, ou qui a son téléphone ou son iPhone, qui a préparé un élément, peut subitement venir débattre avec l'enseignant. Ça devient une valeur ajoutée et l'enfant peut ne plus être corvéable à lire les cahiers à la maison parce qu'il doit cogiter et boire les leçons. Il a participé au cours. Du coup, à la maison, il peut s'exercer par des exercices. Tout à fait. Vous allez m'excuser la tautologie, parce qu'il a assimilé la leçon de façon normale. Alors, vous pouvez faire comme le dire, le 6 94 45 60 38, on pourra prendre 2 ou 3 autres appels avant de partir sur ce plateau, effectivement. Alors, monsieur Samatolo, vous qui êtes enseignant, est-ce que cette nouvelle méthodologie, ou bien alors ce nouveau programme de travail semble être convaincant? Effectivement, l'APC a sa touche, cette technique a sa touche, sauf qu'il faudrait ajouter encore certaines choses. Vous savez, les élèves au Cameroun ont pratiquement 1200 heures de cours par année. Là, je retire les jours fériés, les vacances, en fait. Pendant ces 1200 heures, on peut diviser 16 heures en deux, c'est-à-dire 600 heures théorie, 600 heures pratique.
Et là, je pense qu'on va mieux appliquer l'APC sur les apprentissages. Je le dis parce que on fait plus de théorie par rapport à la pratique. Et du coup, l'APC dont on s'efforce à véhiculer aux enfants par des techniques devient un peu compliqué. Cela deviendrait plus concret par la pratique ainsi que des stages. Pourquoi ne même pas introduire, obliger les enfants à faire un stage à partir de 6e, un mois au moins, jusqu'en classe de terminale. Avec cela, on pourrait facilement appliquer l'APC. Parce que l'APC, en réalité, c'est quoi? C'est que tu n'es plus par approche, par objectif. C'est-à-dire, dire à l'enfant que, bon, voici la voiture. La voiture, c'est ceci, cela, ça roule comme ça sert à faire ceci. Tu vas dire à l'enfant, bon, voici la voiture. Il y a le phare, il y a la pare-brise, il y a ceci, il y a cela. Ça sert à faire ceci. Et du coup, lui-même, il se met une construction où lui-même, il peut même réaliser une voiture. Et où il ne peut plus seulement définir que la voiture, c'est ci ou c'est ça. Donc, en fait, c'est ce qu'il faut pour vraiment appuyer l'APC sur les enseignements. Le génie de l'enfant est réveillé. Un génie peut-être qui dormait, qui se réveille subitement. Effectivement, c'est ça. Voilà pourquoi on parle de cette approche par compétence. En ce moment-là, que devient l'enseignant? Bon, l'enseignant, il est le guide. Il est coach. Il est coach. Il modère. Un coach. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il faudrait même qu'on mette l'Internet normalement à l'école. On va arriver sur le numérique, mais il faudra avoir le courage de laisser Internet aux enfants à l'école. Ça fait en sorte que c'est qu'il y a même une difficulté d'apprentissage. Là, même l'enseignant lui-même, il regarde la séance tenant que, bon, voilà ce qui encore nous mettre en difficulté, ou bien l'élève regarde. Là, ça ne sera plus une affaire que, bon, toi, tu dis, moi, je suis pasteur, et puis j'écoute seulement ce que tu dis. Ça va vraiment pousser l'élève à la recherche, comme il était en train de dire. Il va dire au pasteur que Dieu dont tu me parles tout le temps là, je peux moi-même faire des recherches sur Dieu. Il y a une façon de faire les recherches. Il va essayer de comprendre ce que c'est que ce Dieu. Effectivement. Très bien. Parce que vous avez des pasteurs qui vous parlent, quand vous dites que non, c'est pas ça, ils peuvent vous gifler. Quand ils veulent plus lire vous gifler. Il y en a qui sont comme ça. Alors, mon revenant, maintenant, on a un problème avec les programmes. Vous aussi, vous en avez certainement. Alors, quand vous regardez l'environnement dans lequel nous vivons, vous regardez ce qui est proposé à nos enfants, vous vous dites, il y a du mieux à faire. Peut-être, qu'est-ce qu'on peut concrètement maintenant, puisque nous sommes bien en train de sortir, concrètement, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos enfants? On parle des programmes scolaires, sont-ils adaptés à nos réalités? Vous avez dit non dès le départ. Comment faire pour les adapter? Quel type de programmes peuvent être adaptés à nos réalités? Quelles sont d'ailleurs nos réalités pour adapter les programmes à nos réalités? Je dirais ceci. L'homme a commencé à souffrir depuis qu'il avait abandonné la divinité. Alors, un homme qui n'arrive pas à comprendre qu'il existe une force au-delà de toute force, qui sommeille en lui. C'est là où j'apprécie l'APC, qui est l'approche par compétence. Vous avez posé une question tout à l'heure, que deviendra en ce temps l'enseignant? Oui, quand l'enseignant n'est pas lui-même bien calé, moi qui suis réveillé, je le renverse. C'est comme ça. Alors, un jour, quelqu'un voulait partir laver le chien à la rivière, mais le chien avait fini par le laver. Alors, c'est cela aujourd'hui. Et c'est paradoxal. Ce qui se passe aujourd'hui, ces programmes scolaires sont-ils adaptés à nos réalités? J'ai répondu d'avance que non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement d'abord, comme disait mon bien-aimé qui est à ma gauche, mais d'abord, tu ne peux pas produire 70 milliards et tu voles peut-être 40. Quand tu es spirituellement élevé et assis, tu protèges, tu ne dévores pas. Alors, donc, aujourd'hui, il faudrait que c'est eux-mêmes d'abord, parce que le poisson pourrit par la tête. La Bible dit que l'huile commence par la tête d'Aaron, mouillant sa barbe sur le col de son vêtement. Voilà. Mais, il faudrait d'abord que ceux qui sont à la tête essayent de comprendre que les valeurs spirituelles ont place. De là maintenant, cela va directement se connecter au programme scolaire. Et cela va être adapté à nos réalités. Le livre de lecture ou de mathématiques qu'on va lire ou de sciences autres, mais nous-mêmes, notre intuition, connaissance intuitive, sera en train de comprendre et juger ce qui est écrit que oui. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu est dans chaque homme, dans chaque personne. Maintenant, il faut être inspiré pour mettre les programmes sur pied. Maintenant, quand on est mal inspiré, vous voulez dire la divinité n'est pas bien réveillée. Vous voulez dire nos gens qui sont mal inspirés, ils mettent des programmes mal inspirés. Oui, ils sont mal inspirés. On a un appel, on prend cet appel, on revient. Monsieur, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Depuis Yaoundé, Simbok. Merci, allez-y. Ouais, j'apprécie bien votre émission. J'ai écouté les thématiques, les idées du révérend. Et j'apprécie certains principes, certains propos qu'il a tenus là-bas, sur le plateau. Moi, présentement, je suis plus élève, mais j'ai quand même eu un baccalauréat. Et quand je vois la société dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire comment convaincre le gouvernement à reprendre le diplôme et remettre peut-être mes frais de scolarité que j'ai dépensés depuis plus de 15 ans ou 20 ans aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire on se retrouve, tous les jeunes se retrouvent aussi comme ça. On ne sait pas, on a abandonné à nous-mêmes, on ne sait pas comment faire. Donc, c'est vraiment pathétique de notre part. Il est parti? Non, je ne suis pas parti. Je rate l'émission. Allez-y. Allez-y jusqu'au bout, je vous appelle. Oui. Donc, il faudrait vraiment qu'on essaye de voir plutôt comment augmenter des programmes scolaires qui sont adaptés à notre société. Que de passer le temps à copier les Occidentaux. Ça ne nous aide pas du tout. Ça ne nous aide nullement pas. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Oui, c'est ce que je pourrais dire par rapport à l'émission. Merci. Merci beaucoup. On pourra prendre encore 2 ou 3 appels. Je crois qu'il nous reste encore une quinzaine de minutes avant de partir sur ce plateau. Effectivement, vous pouvez nous les donner. Il n'y a pas de souci à cela. Voilà. Alors, oui. Alors, donc, aujourd'hui, il a touché un point là. Déjà, merci qu'il a apprécié, il apprécie notre émission. Il a touché un point là. Vous voyez, j'ai toujours eu à dire l'imitation n'est pas la réflexion. Quand j'imite ce que l'autre a fait, je n'ai pas réfléchi. Je suis un tricheur. Alors, chaque homme doit créer. Parce que chaque homme est rempli de compétences. Alors, aujourd'hui, il faudrait que ceux-là qui sont là-bas essayent de comprendre et de se soucier du berceau de nos ancêtres, le Cameroun. Nos aïeux ont souffert. Tous, les 250 ethniques, nos aïeux ont souffert. Et où nous sommes là, nous sommes les enfants de nos aïeux. Nous sommes les produits de nos aïeux. Voilà pourquoi nous sommes en train de pleurer. Je pense que le chef de l'État est en train de nous voir, ou bien il nous écoute. Parce que ça va mal. Il faudrait que l'homme revienne à sa source. Et la source, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Alors, monsieur l'inspecteur, vous souhaiterez rebondir ou alors je vous relance avec une question? C'est comme vous voulez, on est là pour tout. Je souhaiterais rebondir juste un tout petit peu sur les interventions de mon très cher collègue. Avant tout, nous sommes enseignants et nous nous en vantons un tout petit peu. Je pense humblement que, en ce qui concerne la mise en application de l'APC, on ne va pas me dire qu'un enseignant de français, je ne sais pas comment il va faire pour remettre les élèves en stage. Si, il faudrait une école pour ça. Pas forcément. De toutes les façons, j'ai encore la parole, vous pouvez la prendre tout juste après. Et je voudrais juste dire que lorsque on fait des formations aux enseignants en APC ou alors on est en formation, nous avons les TD, nous avons les travaux dirigés qui peuvent être l'application directe. Et vous, en tant qu'enseignant, lorsqu'un enseignant prend sa fiche technique de préparation de cours, par exemple, il y a la partie évaluation. La grande initiative, du moins, ce que j'apprécie particulièrement en APC, c'est que ça nous a donné un large champ, aussi bien à l'enseignant. Son rôle est tout aussi important qu'avant maintenant. À l'enseignant de pouvoir initier des éléments qui permettent de mettre en pratique ce qu'il enseignait. Et en même temps, qu'est-ce que ça fait l'APC? Ça met l'enseignant au travail. Ça doit développer son esprit d'initiative. Ça doit développer son esprit de créativité pour pouvoir penser que si j'ai appris le sujet, le complément d'objet direct aujourd'hui, comment est-ce que je le mets en situation de vie?
comment est-ce que dans mes travaux... Ça ne demandait pas de recycler ces anciens. Mais est-ce qu'ils ont été recyclés? C'est prévu tout au long de l'année scolaire. Il y a les séminaires pédagogiques, il y a les formations, il y a les inspections formelles, c'est-à-dire des visites de classe, et à l'issue desquelles il y a des carrefours pédagogiques où les inspecteurs essayent d'apporter des recadrages nécessaires aux enseignants. Donc ça se déroule tout au long de l'année, et les enseignants, en réalité, en principe, chaque enseignant devrait connaître son inspecteur pédagogique, parce qu'il est quoi? Il est la courroie de transmission entre l'administration ou l'administratif et l'enseignant. Donc, il est question pour un enseignant également de se mettre à l'APC, c'est-à-dire d'inventer des éléments... Prenons cet appel et on vous revient. Okay. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Il est parti. Allons-y, poursuivez. Donc, de créer des éléments qui peuvent permettre l'application de cet APC. Et je pense que ça nous met tous à contribution, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves. Il y a mon collègue ne me démentirait pas, il y a ce qu'on appelle des projets pédagogiques. Il y a une progression, mais il y a des projets pédagogiques. Un département s'assoit et dit que cette année, nous sommes susceptibles de pouvoir faire tel, de réaliser par exemple un article ou 5 articles sur tel ou tel autre. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Gawa, je suis en émission depuis RNL. Ok, allez-y, on vous écoute. Oui, moi c'est Jean-Claude, j'aimerais participer à l'émission, c'est vraiment très important de le souligner, d'autant plus que nous abordons déjà la rentrée scolaire. Bon, voilà. Pour ma part, l'APC en elle-même n'est pas mauvaise. Le problème qui se pose, c'est que c'est comme si l'éducation camerounaise veut mettre le charrue avant le bœuf. Moi, je me mets à la place d'un élève lambda qui se retrouve du côté, je ne sais pas, de Guider, dans un fond du village, là-bas, du côté de Guider, où même pas un poteau d'électricité qui soit passé de ce côté. Comment va-t-il donc faire pour être à la page selon le contexte de l'information, de la télécommunication et tout ce qui va avec? Moi, j'ai eu à travailler dans un village où le courant ne vient qu'une seule fois au bout de 3 mois. Donc je me demande comment cet élève l'a fait, parce que même moi, quand j'ai eu à travailler dans une zone reculée, où pour que moi-même je recharge mon téléphone, il va falloir que je fasse des gymnastiques, où je sais pas, c'est véritablement difficile. L'APC en elle-même, c'est une bonne chose, mais il faut que l'élève ait le courant en permanence. Il faut que l'enseignant elle-même travaille dans un contexte où il a l'électricité, il a la connexion Internet à tout bout de champ. Parce que je vous rappelle que peut-être vous êtes là-bas à Yaoundé, à Douala, je ne sais pas, mais moi je vous dis que ici au nord Cameroun, j'ai eu à travailler dans des villages, je ne vous manque pas, c'est véritablement impossible. Je dis impossible. Ne réponds pas. Ne réponds pas. C'est quasiment impossible. Pour ma part, il faut que le gouvernement en aval essaye de mettre tout le monde je dis quoi, il faut que tout le monde essaye quand même d'être en permanence connecté à une ligne électrique. D'accord? Bon, selon le programme scolaire, moi, j'interviens dans un domaine technique. Le programme scolaire n'avance pas. Je prends un cas de figure simple. Vous imaginez que aujourd'hui, un plombier qui utilise des nouveaux matériaux. Très bien, chuter. Oui, un plombier qui utilise des nouveaux matériaux, mais sur le programme scolaire, on lui donne le TAG à l'école. Il sait quoi, le TAG. Donc, vraiment, si on reste à épiloguer sur ce sujet, il est tellement vaste. Mais je vous remercie quand même. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On pourra encore prendre un appel. Hein. Vous pouvez nous connecter avec ces appels-là. Il n'y a pas de souci. Monsieur l'inspecteur, allez-y. Vous pouvez aller vers votre chute. Donc, nous étions en train de montrer la faisabilité en ce qui concerne l'APC. C'est-à-dire que
le champ d'activité ou alors l'éventail de possibilités que l'APC puisse nous donner. Elle a un champ, un éventail suffisamment grand pour permettre également à l'enseignant, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'innover, d'inventer, de créer en fonction de ce qu'il peut avoir et en fonction même de son environnement. Donc, nous pensons que c'est peut-être une chance aussi. Ça, il faut pas se le cacher. On a un système éducatif de masse. Ça, il faut le dire. On est dans un pays en voie de développement. Suivez mon regard. Il y a des réalités que l'on ne peut pas ne pas voir. Il y a des réalités inhérentes à nos budgets. Il y a des réalités inhérentes à la situation que nous vivons de façon économique et puis sociale, ainsi de suite. Peut-être que c'est un élément également pour inventer ce que l'on doit faire. Je le dis simplement parce que personnellement, il faudrait le dire, je suis enseignant. Et je n'ai pas que travaillé dans des agglomérations urbaines. Je n'ai pratiquement jamais travaillé dans des agglomérations urbaines en tant qu'enseignant de chant. Donc, je l'ai fait maintenant en tant qu'inspecteur et ça me permet, avec l'expérience que j'ai eue ailleurs, de pouvoir parler aux enseignants dont j'ai la charge des initiatives à prendre avec la réalité que j'ai en face de moi. Je suis un enseignant de sciences humaines, par exemple. Je donne histoire ou géographie. Quel est l'élément dans mon environnement que je peux montrer pour illustrer un phénomène climatique ou alors un phénomène tout autre? Quel est le projet pour moi, enseignant de français ou bien enseignant de langue et culture nationale? Quel est le projet que je peux mener à bien avec mes élèves tout au long de l'année pour pouvoir faire une production une production aussi bien littéraire, une production artistique, une production linguistique qui va rester soit à la bibliothèque, soit qui va marquer mon passage dans mon département. Il faudrait que les enseignants se posent également la question de savoir qu'est-ce que nous faisons. On nous a posé on ne va pas forcément attendre tout de l'État, ça c'est sûr. On attend beaucoup, et beaucoup reste à faire. Mais il y a des réalités que nous-mêmes nous pouvons régler. Vous en appelez à ces enseignants qui doivent, en principe, être également créatifs, avoir cet esprit créatif, pouvoir donner des débulations aux enfants qu'ils enseignent, pouvoir leur donner envie d'écouter le cours en disant, écoutez, voici le papaye, dans un coin de ma cour, il y a un papaye. Voici le papaye ici. On montre bien le papaye, on dit, voilà, coupez ce papaye en deux, essayez de bouffer. Comment? C'est sucré à la bouche, c'est comment? Bref, c'est du palpable. C'est ce que monsieur l'inspecteur voudrait évoluer tout à l'heure. Alors, monsieur Nyom, finalement, la thématique, c'est des programmes scolaires sont-ils adaptés à nos réalités? Nous avons dit tout à l'heure, en fait, nous avons quasiment dit que ce n'était pas du tout adapté à nos réalités. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudra maintenant comme réforme dans nos programmes scolaires? Une réforme, il nous faut le courage. Il nous faut le courage. Quand je dis courage, vous comprenez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le courage veut dire quoi? Je suis prêt à mourir pour ce que j'estime que c'est bien. Ce pays est devenu indépendant parce que certains ont cru à un idéal. Nous devons croire à ce que nous sommes en train de faire. J'ai le courage de dire que voilà où nous devons aller. Deuxième chose, il ne faut pas oublier l'élément financier. L'élément financier veut dire quoi? L'école devrait être l'affaire de tous et de chacun. Comme les masses médias aujourd'hui, vous travaillez, on vous impose. Si le Camerounais ou le Cameroun ne prend pas en main son éducation, parce qu'il compte sur les subventions de l'autre, il faut savoir que la main qui donne est au-dessus et vous oriente là où elle veut. Par conséquent, si on peut dire que tout Camerounais peut donner peut-être 1000 francs comme impôt ou 500 francs comme impôt, et cette cagnotte permet à ce que l'école soit totalement gratuite pour l'école primaire, comme on le dit, et au secondaire, on peut appuyer ceux qui vont à l'école. C'est un cycle. Quand ils travailleront demain, ce qu'on est en train d'appuyer aujourd'hui, ils le feront aussi pour les cadets. Ça peut supporter les programmes, ça peut supporter les politiques de l'éducation, parce que c'est tout un vaste champ. Ailleurs, c'est ce qu'on fait.
notre pays, on nous a bernés. Et Confucius et les autres disaient, pour saper un pays et le pousser à la débandade, à l'ignorance, et tout cela comporte, ne déclarez même pas la guerre. Tuez le système éducatif et vous avez gagné. Si notre système éducatif ne peut pas nous aider dans ce que nous faisons, nous aurons un pays qui n'est pas prospère, des enfants qui décident des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est un défi pour nous tous. C'est un orgueil personnel que nous devons porter comme quelque chose, comme un pesant d'or, pour aider notre pays à avancer, pour aider nos enfants à devenir des hommes. Il est vraiment malheureux au quartier aujourd'hui que tu regardes un enfant qui a diplôme X, mais se balade comme un va-nu-pied, parce que lui-même ne croit plus en rien. C'est mauvais. Il faudrait que quand un enfant va à l'école, qu'il ait cette fierté d'aller à l'école, parce qu'au bout, il pourra avoir quelque chose pour vivre. Alors, M. Tolo, des réformes dans nos programmes scolaires, qu'est-ce qu'on peut faire comme réforme selon vous? Je l'ai dit bien avant, il faut vraiment avoir le courage, comme l'aîné a eu à le dire là maintenant. Il faudrait le courage pour opérer des réformes. Et je reste sur ma position. Nous avons déjà le courage de parler. Donc, il y a Noura, le courage qui ont le courage d'agir, d'opérer, l'opérationnalisation. Oui. Et c'est pour cela que je suis en train de dire que ça ne gêne pas les uns et les autres. Si une année scolaire a pratiquement 1200 heures d'études, on pourrait la couper en deux. 600 heures théorie, 600 heures pratique. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on dit que ça peut être impossible. Si c'est que vous, il y a un élève qui fait, par exemple, les langues à l'école. Cet élève-là veut faire un stage. L'État a la possibilité de vous imposer que vous, Dash TV, vous preniez, par exemple, des stagiaires, parce qu'on veut que le développement de l'État avance. Que chaque année, vous puissiez prendre des enfants, même si c'est que vous ne rémunérez pas. Ça fait partie des réformes? Il faudrait. Ça nous permet d'appliquer en vrai l'APC. En tout cas, nous en avons chaque année une dizaine, une vingtaine même d'ailleurs. Vous m'avez dit que vous avez appris les X, les Y. Vous m'avez déjà dit quand est-ce que ce X ou Y vous a permis d'avoir 10 000 francs dans la poche. Parlons sincèrement. C'est pour cela que je vous dis que l'APC, c'est une très bonne technique, mais on gagnerait plus à l'appliquer maintenant sur du concret. Et ce n'est pas difficile. Je pense que chaque année, il est alloué des fonds pour le fonctionnement de l'établissement. Ça veut dire que même si l'établissement est à Moulundou, à Guidé, à Dien ou quoi que ce soit, on peut innover même avec des plaques solaires. Il ne faudrait pas qu'on parle seulement des néo. Voilà des choses qu'on devrait apprendre aux enfants à produire l'énergie d'une autre manière. Et ça donne d'argent, autant d'argent. Alors, bon révérend, au niveau des réformes, au-delà de la spiritualité que vous évoquez, y a-t-il autre réforme qu'on devrait instituer dans nos programmes scolaires? Oui, évidemment, on doit introduire le réveil des valeurs spirituelles. Parce que ces manuels-là, quand on va vraiment les observer, les lire, rien réellement là n'est riche ni épais. Ça n'enseigne que de la légèreté. Ça ne bâtit pas l'homme qui est invisible. Mais celui qui a programmé ça, il sait qu'il est en train de perdre le temps à l'homme invisible de se réveiller. Plus on perd le temps, voilà pourquoi on dit si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Quand on passe le temps dans la perdition, on finira par poser les mains sur la tête comme ça, comme je vendais à crédit. C'est là, dans la retraite, on n'aura plus de force. Et maintenant, on sera en train de dire à nos enfants, si je pouvais être comme toi, j'allais me rattraper. Te rattraper quand? Les débits de boissons sont partout. On ne parvient pas à s'en sortir. Tout le monde veut se saouler la gueule. On oublie réellement le véritable chemin. Observons et introduisons à l'intérieur des valeurs spirituelles, le réveil des valeurs spirituelles dans les programmes scolaires. Alors, on laisse la parole aux techniciens. Monsieur l'inspecteur, au niveau des réformes, qu'est-ce qu'on peut ajouter en termes de réformes dans nos programmes scolaires? Vaste question. Mais question tout aussi pertinente. Ce qu'on pourrait ajouter, je ne dirais pas autre chose que ce que les panélistes ont dit ici, parce que au-delà de tout, le souci de tout le monde ici a toujours été de faire quelque chose de performant. Donc, il faudrait qu'on centre davantage notre
nos programmes sur les réalités qui sont les nôtres, aussi bien culturelles que scientifiques, que ces programmes soient centrés sur nos réalités. Et nos réalités, connaître nos réalités, savoir ce dont nous avons besoin n'est pas très, très difficile. Il suffirait de nous tourner et que nos environnements le sachent. Aussi bien par rapport à nos réalités, et je pense également que nous recentrer sur les valeurs qui sont les nôtres. Les valeurs qui sont les nôtres. Le révérend a parlé des valeurs spirituelles, mais nous parlerons des valeurs citoyennes. Parce que la citoyenneté appelle à la responsabilité des uns et des autres, appelle à la vie dans le sens de savoir que le bien commun est un élément indispensable qui ne doit pas être touché de telle ou de telle façon. Donc voilà des éléments que nous introduirons. Pourquoi? Parce que il faut que, au-delà de tout, ce qui transparaît également ici, c'est que les éléments ne sont pas très assimilés parce que en réalité, il y a un problème de valeurs culturelles qui sont en perdition. Les valeurs culturelles, vous avez si bien dit. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants dans ces centres de formation professionnelle? À manger ou à cuisiner? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos étudiants dans ces établissements-là? En tout cas, ça sera la thématique de la semaine prochaine. Nous allons comprendre ce que c'est qu'un centre de formation professionnelle. Est-ce qu'on vous forme dans la couture des habits? Dans la cuisine? On vous forme en quoi? Et à quoi ça sert ces centres de formation pour bâtir une nation développée? Ça sera la thématique de la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. En tout cas, vous avez été nombreux à suivre cette thématique. Nous parlions des programmes scolaires. Sont-ils adaptés à nos réalités? Ont d'ailleurs participé à la réflexion ce soir. Le révérend pasteur Béa Yap Patrice Amos, personne morale, homme de Dieu, parent ce soir, était avec nous. Nyom Ernest Yida, enseignant, président national du syndicat des travailleurs des établissements scolaires privés du Cameroun. Il est également président des enseignants de philosophie. Monsieur Doumbé Essaka Ronald, enseignant, inspecteur pédagogique régional, nous a également rendu visite ce soir. Et bien sûr, notre cher ami Grégoire Essama Tolo, enseignant de comptabilité et finances, lui aussi a tenu ce débat cet après-midi. Je voudrais dire ce soir, Paulina et toute l'équipe technique étaient là forcément pour nous mettre la musique. Madame, monsieur, retrouvez ce programme en rediffusion mardi, sera alors 16h. Et moi, je serai là dimanche prochain pour vous conduire dans les méandres de Grand Forum. Grand Forum, une thématique qui vient d'être dévoilée. De toute façon, si Dieu nous donne la vie. Bonsoir et à très bientôt.